On va commencer. Donc, je vais juste faire une petite présentation du projet des rencontres interculturelles, puis je vais vous laisser avec Juan par la suite. Bienvenue à la première édition des rencontres interculturelles organisées par la table de quartier de Hochelaga-Maisonneuve et le projet de 200 portes Hochelaga. Premièrement, la table de quartier, c'est un regroupement d'organismes communautaires, d'institutions, de citoyens et citoyennes qui vise à l'amélioration des conditions de vie de la population du quartier euh, par l'action communautaire concertée. Je me présente. Moi, c'est Elisabeth Jacquard. Je suis la responsable du projet des rencontres interculturelles. Ce projet-là, il s'inscrit au sein de plusieurs actions qui ont été portées par la table dans le quartier qui visent à renforcer le mieux vivre ensemble, pardon, puis l'inclusion des personnes issues de la diversité. Le projet est né notamment vu la hausse marquée du taux d'immigration dans les dernières années dans le quartier. Aujourd'hui, pour notre cinquième rencontre, on a droit à une formation sur les relations et la communication interculturelle qui se nomme le choc de l'altérité et la communication interculturelle dans l'intervention. Ça va servir à mieux outiller les intervenants du quartier qui prennent part à l'accueil des familles immigrantes et pour sensibiliser les intervenants au dialogue interculturel. Merci d'être là ce matin. Je vais vous laisser avec votre formateur pour les 2 prochaines heures, Juan Manuel Carranza Rosas. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonjour à tout le monde. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. OK, je vais commencer. Je vais partager l'écran. Comme ça, je vais commencer avec mes diapos. Voilà, je suis là. Alors, ouais, c'est ça. Bienvenue tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui dans ce contexte-là un peu particulier pour tout le monde. Alors, merci beaucoup à la table de concertation Hochelaga-Maisonneuve, Elisabeth, pour l'invitation. Dans le fond, je vais commencer pour me présenter. Mon nom, c'est Juan Manuel Carranza Rosas. Je suis travailleur social ici au Québec, puis aussi, j'ai fait une maîtrise en médiation interculturelle. Comme tout immigrant, moi aussi, j'ai un passé aussi au Mexique. J'ai fait un baccalauréat en communication, puis j'ai enseigné aussi au Mexique. Alors, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de vous introduire, sensibiliser au choc de l'altérité, la communication interculturelle dans vos domaines. Aussi, aujourd'hui, normalement, dans ce genre des ateliers formation, c'est ce qu'on fait. C'est très interactif. J'aime ça beaucoup, interagir avec les personnes. Dans le contexte actuel, c'est très difficile. On a dû s'adapter. Par contre, moi, j'ai vérifié, j'ai eu accès un peu à toutes les inscriptions, savoir où vous venez. Je suis content de savoir qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup d'intervenants qui viennent un peu de partout du quartier. Alors, aujourd'hui, moi, je suis là en tant qu'intervenant formateur aussi, mais en tant que personne immigrante aussi. Alors, partager mon expérience un peu dans les deux sens aussi, en tant qu'immigrant, mais en tant qu'intervenant aussi aujourd'hui. Alors, comme je vous dis, c'est une introduction, c'est une sensibilisation parce qu'effectivement, on s'est dû s'adapter. Cette formation-là, normalement, ça se donnait dans 7 heures de formation. Alors, on va aller un peu dans l'essentiel aussi. Puis les contenus, Elisabeth il a très bien décrit un petit peu. On va parcourir un petit peu dans plusieurs sections, mais à grosso modo, on va voir qu'est-ce que c'est le choc culturel. Après ça, l'interculturel, puis on va voir aussi dans l'interculturel, en intervention, c'est une relation, il y a toujours deux côtés, soit avec la personne qui va intervenir et aussi l'intervenante. Puis cette particularité, c'est vraiment très important à saisir parce que souvent, on va focuser sur la personne immigrante, mais on ne va pas aller explorer du côté de l'intervenant. Alors, excusez-moi.
Là, je suis là. Je vais commencer avec cette petite vidéo-là que j'aimais toujours. Puis on va revenir un peu après. C'est juste pour mettre un peu la table. Vous allez voir, c'est très intéressant. Alors, c'est ça, j'aime beaucoup faire visionner cette petite vidéo-là. Surtout, j'ai eu la chance de faire la formation auprès des personnes immigrantes aussi en interculturel. Puis c'est ce qui ressort aussi quand on écoute cette vidéo-là ensemble. C'est un peu sont étonnés de voir qu'effectivement, il y en a plusieurs parcours, puis il y en a plusieurs motifs de départ aussi, puis souvent ils s'identifient à toutes les statistiques qu'ils donnent. Euh, mais en tant qu'intervenant aussi, c'est juste pour mettre la table un petit peu pour dire, l'immigration, c'est un sujet très sensible, c'est très complexe et c'est très délicat aussi. Puis, dans le fond, aujourd'hui, si vous êtes là, c'est parce que vous vous intéressez aussi à l'altérité. Mais dans le fond, je vais vous expliquer. Il y en a, dans mes PowerPoint, il y a plusieurs concepts très théoriques. Mais le plus important, ce n'est pas les concepts théoriques, c'est ce qu'on comprend, c'est ce qu'on retient et surtout la discussion, puis l'analyse qu'on pourrait avoir de ce concept-là. Peut-être que vous allez pouvoir avoir accès à ces PowerPoint par la suite. Alors, le plus important, c'est un peu la réflexion qu'on peut en tirer de ça. Les concepts, vous allez les avoir peut-être, vous pourrez même les chercher, là. Mais le plus important, c'est ça, c'est que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous vous intéressez à l'autre personne, à l'altérité, à la différence aussi. Puis peut-être que c'est dans le contexte professionnel, mais peut-être que aussi c'est au niveau personnel aussi. Alors, l'altérité aussi, ça nous revient à s'intéresser à toutes les questions éthiques, sociales, culturelles et religieuses aussi. Puis dans l'altérité aussi, il y a une certaine acceptation de la différence et la reconnaissance des droits des autres personnes. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va s'intéresser à ce genre de sujets-là. Puis vous allez voir, comme je vous expliquais aussi, moi, ça m'intéresse beaucoup l'altérité aussi parce qu'à ce moment-là, je me trouve un peu dans deux rôles différents en tant qu'immigrant, mais en tant qu'intervenant. Alors, on va se situer. Aujourd'hui, on est ici, à l'heure actuelle, à Montréal, dans un pays qui c'est vraiment une terre d'accueil aussi, au Canada, au Québec. Vous le savez, Canada, au niveau de l'immigration, on a une approche plutôt multiculturelle, tandis que le Québec a une approche plutôt interculturelle. Ça veut dire Canada, il y a une approche plusieurs cultures qui vivent ensemble, tandis que le Québec, c'est une culture qui accueille des autres cultures. C'est ça, interculturel. Puis dans le fond,
juste pour vous partager ça aussi, moi, je m'intéressais beaucoup au travail social, à l'interculturel. J'ai fait une maîtrise en médiation interculturelle parce que pour moi, ça a été une façon aussi de comprendre. Puis c'est une sorte de thérapie, de comprendre qu'est-ce que je vivais, qu'est-ce qui ça m'est arrivé. Puis aussi, aujourd'hui, je vais partager certaines réflexions que j'ai faites là maintenant en tant qu'intervenant aussi. Excusez-moi. Alors, mais qu'est-ce que c'est l'interculturel? Ben, comme je vous ai expliqué, l'interculturel, il faut juste comme être conscient que c'est complexe. Euh, Excusez-moi, je vais changer ça. C'est complexe. C'est pas facile parfois. C'est un concept qui, parfois, ben, ils l'ont fait complexe, mais dans le fond, ça revient toujours un peu au concept de l'altérité aussi. C'est s'intéresser à l'autre personne aussi. C'est la rencontre entre deux personnes de cultures différentes. Mais la caractéristique ou la particularité interculturelle, c'est qu'il y a un souci vers l'autrui des deux côtés aussi. C'est une relation qu'on va créer ou va privilégier aussi dans ce rapport-là de complexité à l'autre. Puis, il y a un savoir aussi des deux côtés comment le faire aussi. C'est pas juste faire pour faire, c'est aussi être conscient que c'est complexe et que je dois réfléchir à comment le faire. Dans le fond, l'altérité. Puis évidemment, quand on parle d'un interculturel, c'est automatique. On parle de la culture, puis on parle des valeurs aussi, des complexes aussi, excusez-moi, des concepts qui sont dernièrement très à la mode, sont très d'actualité aussi. Puis dans le fond, c'est ce qu'il faut retenir au niveau de la culture aussi. Quand on parle d'interculturel, on parle des cultures puis des valeurs aussi, mais je commencerai pour nommer ou pour réfléchir au sujet des valeurs. Qu'est-ce que c'est les valeurs aussi? Bien, théoriquement, c'est des choses ou des concepts auxquels on accorde de l'importance. Pour nous, c'est important. Il y a une signification, il y a une estime. Alors, ces séries-là des concepts symboliques, matériels, il va faire en sorte qu'ils construisent son culture aussi. C'est, à grosso modo, c'est ce qu'on pourrait retenir au sujet des valeurs et des cultures, la culture aussi. Puis, dans le fond, quand on va parler d'interculturel, il va falloir comme être conscient de ces valeurs-là et de ce bagage-là culturel qu'il y en a. On va les voir plus, je vais vous expliquer, on va parler plus amplement dans les prochaines diapositives. Puis aussi, quand on parle des conflits interculturels ou de chocs interculturels, dans l'intervention, il faut juste être conscient aussi, il faut juste clarifier qu'on parle des valeurs différentes aussi, la différence. Puis souvent, en tant qu'intervenant, je suis sûr que vous allez être confronté aussi à différentes réactions au refus, à la frustration, à l'incompréhension, un certain dépaysement aussi, une frustration, un rejet, une révolte, une anxiété. Et puis, c'est très important de mentionner que c'est très émotionnel, les chocs culturels et interculturels, mais c'est aussi très intellectuel aussi. Puis, je vais vous donner un exemple où on va les voir que c'est pas juste intellectuel, c'est pas juste euh, 1 plus 1 égale 2, c'est aussi émotionnel. Puis c'est ça que ça fait la particularité un petit peu dans cette relation-là interculturelle, qu'on a ce mélange-là. Alors, c'est toujours dans cette approche-là étrangère, mais on va les voir, c'est pas si étrangère que ça. Alors, je vais commencer. On va commencer un petit peu comme je vous ai dit, dans une relation, il y a toujours deux personnes, deux parties. Dans l'interculturel, c'est toujours comme ça. Puis je pense, et j'ai réfléchi beaucoup à ça, et j'ai trouvé que c'est très important avant de parler de l'intervention. Si on est dans une approche d'altérité aussi, d'interculturel, il va falloir commencer aussi à comprendre d'où ça vient peut-être les chocs ou d'où ça vient les malaises des deux côtés. Puis on va commencer aussi un peu sûrement, vous êtes appelé à intervenir auprès des immigrants aussi ou des personnes qui sont déjà ici, des deuxième génération aussi. On va voir.
On va commencer un peu à explorer ça. D'où ça vient ces chocs-là? Pour ça, j'ai cette petite vidéo-là aussi pour mettre un peu la table. Euh, Puis, j'aime cette vidéo-là. Ben, moi, je vais vous expliquer, je vais vous laisser voir. Puis après ça, on va commenter sur ça. OK. Ça a l'air qu'il ne va pas marcher. OK, ça marche. Bonjour. Hello. Molo. Bonjour. Hello. Molo. Kapshi. Mela. Sawan. Hello. Luchan. Hola. Voilà quelque temps, tu as eu la chance de raconter ton histoire. Une histoire qui parlait de comment toi et ta famille avez changé de pays. Habituellement, c'est les adultes qui racontent les histoires, mais pas cette fois-ci. Au total, 43 grands voyageurs comme toi ont accepté eux aussi de nous raconter leur histoire. Laisse-moi donc te raconter à mon tour tout ce que j'ai entendu sur ces grandes traversées pleines d'aventures et de rebondissements. Installe-toi. Prêt au décollage? 3, 2, 1. Tu nous as d'abord dit qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi on part d'un pays qu'on aime parfois un peu, beaucoup ou pas du tout. Pour certains, c'est pour éviter le pire. La famine, la guerre, le danger et la pauvreté. Pour d'autres, c'est pour aller vers le meilleur. Meilleur travail, meilleure école, meilleur avenir. Dans tous les cas, tous décident de faire ce grand voyage dans l'espoir que ce sera pour le mieux. Changer de pays, c'est long. Et surtout, ça se fait pas comme par magie. Il faut faire des millions de boîtes, traîner 20 valises et voyager des heures en avion. Et quand on arrive au Canada, c'est pas encore fini. Il faut parfois essayer plusieurs villes, plusieurs maisons, avant d'enfin se sentir chez soi. Mais se sentir chez soi, c'est pas juste trouver la bonne maison, c'est se bâtir une nouvelle vie, une vie totalement différente. Certaines choses t'ont vraiment surpris. Une chose en fait, la neige, c'est blanc, c'est froid, c'est amusant, mais ça demande aussi de s'habiller chaudement. Si c'est drôle de faire des bonhommes, des phares et des batailles de boules de neige, c'est pas mal moins drôle de mettre des grosses bottes tout l'hiver. Pour certains, il y a des choses qui sont mieux ici aussi. Ici, tu es en sécurité. Tu manges à ta faim. Ta maison est confortable. Tu as même un lit pour toi tout seul. Tu peux prendre une douche chaude tous les jours si tu veux. Mais en même temps, c'est pas si facile tous les jours. Tu t'ennuies parfois de ton ancien chez toi et de ce que tu y faisais là-bas. Tu as aussi laissé derrière toi tes amis, des membres de ta famille avec qui tu habitais ou que tu visitais très souvent. Des gens qui étaient importants pour toi, que tu pouvais voir et serrer très fort. En plus, il y a tellement de choses à savoir. Tu dois apprendre le français d'ici, ou je devrais dire d'ici. Apprendre les règles de l'école, comme lorsque la cloche sonne, tu n'as pas 2 minutes de plus. Apprendre les règles de ton nouveau pays. Et tout ça sans jamais oublier qui tu es et d'où tu viens. Changer de pays, ça prend du courage. Et un petit coup de pouce aussi. Il y a eu toutes sortes de gens qui t'ont aidé à rester courageux. Ta famille, celle qui est ici et celle qui est restée là-bas. Tes nouveaux amis, tes professeurs, les gens qui travaillent à l'école, tes voisins, les gens qui partagent ta culture et même des messieurs et des madames qu'on appelle ici des intervenants. Changer de pays en famille quand on est un enfant, c'est toute une aventure. Une aventure d'espoir, de courage, de découverte, mais aussi de déception et d'ennui. Pour que cette traversée soit la plus paisible possible, que l'histoire se termine bien, et surtout, pour que ce voyage soit pour le mieux, tu as été capable de nous partager ton guide du grand voyageur courageux. Numéro 1.
Tu as besoin de comprendre pourquoi tu te mets en route avec ta famille pour habiter dans un nouveau pays. Numéro 2, tu as besoin de soutien. Et finalement, numéro 3, plus le temps passe, plus tu te sens à l'aise dans ta nouvelle vie. Wow! L'histoire que tu nous as racontée était tellement intéressante. Il n'y avait que toi pour nous raconter comment un enfant vit cette grande traversée entre le pays où il a grandi et le pays qui l'accueille et qui est maintenant sien. Pour ta grande générosité, on te dit un gros merci. Alors, ça s'arrête là, la vidéo. Bonjour. Hello. Bonjour. OK. Alors, dans le fond, c'est ce que je voulais réfléchir au sujet de cette vidéo-là. Cette vidéo-là a été conçue par Sherpa après d'avoir fait une recherche auprès des enfants immigrants. Dans le fond, j'utilise beaucoup de cette vidéo-là pour expliquer, ou mettre en contexte aussi aux personnes immigrantes dont j'assiste à mes formations. Alors, aux autres, ça les aide à comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre aussi. Puis, le plus étonnant aussi, quand j'explique que c'est une vidéo où l'information était cherchée auprès des enfants, ça les étonne beaucoup aussi de savoir qu'effectivement, ce n'est pas juste eux qui se sentent comme ça, c'est les enfants aussi qui se sentent comme ça aussi. Puis, dans le fond, c'est la famille entière qui se sent comme ça aussi. Puis, ça les aide à comprendre comment est-ce qu'ils se sentent aussi. Et ça aide aussi à, on va les voir, c'est la prochaine étape aussi. Moi, j'aime ça parler du parcours immigratoire quand on parle de l'immigration aussi. Puis, il y en a plusieurs auteurs, il y en a plusieurs chercheurs qui sont sa vision de l'immigration, du parcours immigratoire. Moi, comme je vous ai dit, moi, à travers toutes mes formations, à tout ce que j'ai fait, moi, j'aime les voir comme ça, j'adhère à cette vision-là, où les parcours migratoires se divisent en 3 périodes. La période de pré-migration, la période d'immigration, la période post-migratoire. Puis on va les voir. Dans la période pré-migratoire, on va trouver, puis ça, on les voit dans la vidéo, c'est un peu la vidéo, c'est le résumé de tout ça. Mais ça vaut la peine de décortiquer un petit peu la période pré-migratoire. C'est très important parce qu'on trouve les motifs du départ. Pourquoi ils sont venus ici? C'est quoi les statuts, la catégorie d'immigration? Je ne vais pas rentrer dans ça aussi parce que c'est varié, c'est complexe, puis ça change aussi. Puis c'est très facile à avoir accès. Vous pouvez le chercher sur Google. Ça prendra une autre formation pour aller expliquer tout ça, mais à grosso modo, c'est ça. Parfois, c'est très important de comprendre pourquoi ils sont là. Parfois, on oublie ça. On oublie pourquoi on veut quitter notre pays ou pourquoi on veut aller au Canada. C'est très intéressant quand j'ai fait les formations. Il y a une variété, même s'ils sont venus ici comme travailleurs autonomes ou travailleurs qualifiés, il y a 3000 différences aux raisons pour lesquelles venir immigrer ici au Canada. Alors, on trouve dans cette période-là beaucoup de préparation, beaucoup de démarches, beaucoup d'attentes. Parfois, pour plusieurs personnes, c'est très long. Pour des autres personnes, c'est très rapide. Parfois, c'est pénible aussi. Il y a un statut d'immigration, c'est à être réfugié aussi. Alors, parfois, ce n'est pas si évident que ça, mais on ne va pas rentrer dans ça aussi. C'est juste comme un peu... on va juste réfléchir à ça et comprendre. Moi, j'aimerais focuser plus sur les chocs et on va les voir, on trouve ça. Alors, dans les parcours migratoires aussi, on trouve la période d'immigration. Une fois qu'ils sont ici, une fois qu'on est ici, qu'est-ce qui se passe? Et je suis sûr que ça, vous le saviez déjà, si vous intervenez auprès des immigrants déjà aussi, si vous les maîtrisez très bien aussi, ce concept-là. Parfois, je vous apprends rien, mais comme j'ai dit toujours à mes patients en consultation aussi, parfois, ça nous prend ça un peu des réflexions puis des reculs à l'extérieur de notre pratique aussi pour prendre conscience de certaines choses aussi. Alors, dans la période d'immigration, on trouve l'installation, les démarches, l'emploi et les études. Puis c'est là qu'on va trouver aussi la grande partie des difficultés au niveau du choc interculturel aussi, ou culturel.
parce qu'effectivement, c'est un processus. Puis, dans cette étape-là, on va voir, il y a beaucoup de difficultés, puis ces difficultés-là sont souvent en lien avec les chocs. On va juste mentionner dans les périodes post-migratoires, il y a une certaine stabilisation pour certaines personnes, mais c'est ce qui est plus important dans cette période-là, c'est la prise de conscience que parfois, il y a beaucoup de questionnements qui ont fait, puis je pourrais parler dans ma situation, mon cas aussi. Si, même là, moi, ça fait 12, 13 ans, parfois on perd déjà la compte combien des années on est ici. 12, 13 ans presque que je suis ici, puis parfois, moi, j'ai beaucoup de reflets des autres personnes immigrantes, mais comment est-ce que tu fais pour être là? Comment est-ce que tu fais pour travailleur social? Comment est-ce que tu fais pour donner des formations? Ça a l'air simple, ça a l'air que je suis venu comme ça, mais ce n'est pas tout à fait comme ça. J'ai fait un long cheminement, puis on dirait qu'il y a une certaine stabilisation dans mon cas, mais je continue à me questionner. Parfois, je me questionne, qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je devrais retourner? Alors, mais il y a une prise de conscience, et c'est ce qui nous aide aussi dans ce questionnement-là. Puis, on va parler de l'adaptation versus l'intégration aussi, un autre sujet que c'est très à la mode, que c'est très dans l'air. On va voir. Alors, moi, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui à cette période-ci, c'est vraiment les difficultés. Parce que là, on va trouver les chocs culturels. Là, vous allez voir, ce tableau-là, j'aime beaucoup ce tableau-là parce que c'est un tableau qui a été fait par Statistique Canada partout au Canada, auprès des personnes immigrantes. Puis, ils l'ont demandé c'est quoi leurs difficultés. Puis, cet exercice-là, je l'ai fait avec des personnes immigrantes, puis sans montrer les tableaux, puis tout le monde nomme ces difficultés-là. La nuance ici, c'est que chaque personne a des difficultés particulières, mais les difficultés, ça reste pareil pour tout le monde. Et quand ils ont pris de conscience de ça, que la difficulté, c'est juste pas à moi qui arrive, là, on a un déclic aussi. Parce que toutes les immigrants, je pourrais parler pour moi aussi, on pense parfois que c'est juste à moi qui m'arrive tout ça. Puis c'est là que ça commence les chocs culturels aussi de leur côté aussi. C'est là que ça commence. Pourquoi moi? Pourquoi c'est si difficile? Puis on peut parler de toutes les difficultés, trouver un emploi, apprendre la langue, s'habituer au climat, manquement de soutien familial. Toutes ces difficultés-là, on les vit tous à différents niveaux, à différents degrés. Mais le plus important en tant qu'intervenant, c'est d'être à l'écoute de ça. Puis aller voir c'est quoi la difficulté la plus importante pour cette personne-là à ce moment-ci. Parce que là, on va trouver des pistes d'intervention au niveau du choc culturel aussi. Puis aussi, ben, il y a beaucoup de gens qui sont étonnés aussi de voir comment je parle de beaucoup des exemples que j'ai aussi, même j'ai des suivis en tant que travailleur social, des personnes immigrantes qui viennent de la France, qui parlent français, puis qui sont des études en France, puis on dirait que c'est plus facile pour eux d'immigrer au Canada parce qu'ils parlent la langue, parce que leurs études sont reconnues. Puis effectivement, il y a certaines personnes qui oui, mais il y a des autres personnes que ce n'est pas si évident que ça non plus. Alors, quand on parle de ça, d'une certaine façon, on va normaliser, mais on va aller chercher parce que, mettons, dans les cas des immigrants d'origine française, ben, ce n'est pas la langue, ce n'est pas les études, alors il y a des autres difficultés à l'explorer aussi, au-delà de la langue, ou des choses comme qu'on pourrait penser que c'est difficile. Alors, c'est ça que je parlais un petit peu tantôt. Il faut vraiment, en tant qu'immigrant, mais en tant qu'intervenant, il faut se questionner aussi à ce niveau-là. C'est quoi les difficultés pour cette personne-là? Il ne faut pas juste donner pour acquis que ben, c'est la langue. J'ai déjà eu contact avec certaines personnes immigrantes qui ne savent même pas la langue. Ils sont déjà dépassés un peu cet stade-là. Pour eux autres, il n'y a pas de problème. Ils réussissent à parler, à se faire comprendre en français ou même en anglais. Puis pour eux autres, ça ne représente pas une difficulté. Mais c'est ce qui représente une difficulté, et j'ai déjà entendu ça pour certaines, c'est, mettons, la recherche d'un logement. C'est très important pour certaines personnes, ça. Alors, en tant qu'intervenant, c'est vraiment très, très important d'aller porter une attention particulière à ça. C'est quoi la difficulté à cette personne-là? Parce que dès là, on va trouver des pistes qui vont nous donner accès aux valeurs,
à sa culture et finalement à l'identité de cette personne-là. Pourquoi c'est si important pour toi trouver un bon logement? Pourquoi? Puis on peut poser la question aussi, ou même parfois on n'a pas besoin de poser cette question-là. Parfois, ils viennent faire une demande d'aide en lien avec un logement, puis on ne comprend pas pourquoi. Si cette personne-là, peut-être qu'il n'y a même pas d'emploi, puis se cherche un logement. T'sais, mais c'est là qu'on voit les clashs un petit peu entre, pour moi, c'est important d'avoir un logement, tandis que pour moi, en tant qu'intervenant, c'est plus important que tu aies un emploi pour payer ton logement. C'est là que ça commence un peu la difficulté. Et comme je vous dis, si on prend conscience de ça, puis peut-être prendre conscience aussi à l'autre personne de ça, on va trouver des pistes d'intervention déjà. Alors, on va voir si cette vidéo-là marche. C'est difficile, je pense, psychologiquement, de voir qu'on avance sa vie en laissant une vie qu'on a commencée quelque part. Pour moi, ça a été le plus compliqué. Les renoncements, les deuils, la recherche d'identité. Des fois, ils ont l'impression d'être entre deux mondes. Ils ne sont pas encore intégrés ici, mais ils ne sont plus exactement comme ils étaient dans leur pays d'origine. Il y a eu trop de transformations, trop de changements. Et cette recherche d'identité est importante et ce n'est pas toujours évident à acquérir. Ça souvent une relation de couple parce que au départ dans la relation de couple c'est la lune de miel, mais là c'est l'enthousiasme de découvrir un nouveau pays, l'enthousiasme d'arriver dans un pays en paix quand on vient d'un pays en guerre, l'enthousiasme d'un projet. Plus on a cet enthousiasme au début, plus ça va aider quand même après, parce que la seconde phase, comme dans un couple où c'est le moment de doute, où on se pose la question, est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est la belle personne avec qui j'ai envie d'être, mais là c'est le questionnement. Fréquemment c'est à cette période où les gens repartent quand ils se disent non, je ne vais pas y arriver, c'est trop difficile, j'arrive pas à m'intégrer, ça ne correspond pas à ce que j'avais imaginé. Puis après il y a une sorte d'adaptation, on va dire, où on commence à se mettre dans le rythme, prendre des habitudes, commencer à avoir des relations. Et puis quand on arrive vraiment à la quatrième phase, qui est l'acceptation et l'épanouissement, eh bien là on se sent plus chez soi. Ça fait partie du processus. Il y a vraiment des ressources ici, en fonction aussi du pays dont on vient, qui sont en lien avec notre pays d'origine. Et donc, il y aura des personnes là qui ont vécu des choses similaires à ce qu'on est en train de vivre, qui pourront nous aider, nous guider, nous supporter, etc. Mais il y a aussi le fait d'appartenir aux associations de quartier, qui ne sont pas forcément des associations de notre pays d'origine, pour s'intégrer à l'endroit où on est. Il y a aussi de trouver des groupes de parole, pouvoir parler, pouvoir exprimer ce qu'on ressent, ne pas s'isoler. Très souvent, les personnes qui ressentent des moments difficiles, et il y en aura, il ne faut pas se leurrer, auront tendance à se retirer ou à s'isoler ou à rester dans leur caverne, dans leur tanière, alors qu'en fait, ça ne va pas forcément les aider. C'est difficile, je pense, psychologiquement. Alors, j'ai trouvé intéressant cette vidéo-là aussi parce qu'il fait certaines analogies, c'est comme relation des couples, effectivement, ça pourrait être ça aussi, mais c'est ce que je retiens plutôt de cette vidéo-là aussi. Puis en tant qu'intervenant ici, il faut dire que vous jouez un rôle très important auprès des personnes immigrantes parce qu'effectivement, on a tendance à s'isoler aussi. Puis, parfois, cette notion-là d'intervention aussi, il n'est pas tout à fait clair non plus dans certaines cultures, puis on va les voir aussi. C'est un point très important à tenir en compte aussi, parce qu'avant de se lancer dans toutes sortes d'interventions, dans toutes sortes de choses en tant qu'intervenante, c'est vraiment important parfois juste aller vérifier si cette personne-là comprenne pourquoi on est là. C'est quoi notre rôle? C'est quoi nos objectifs, c'est quoi nos attentes aussi, puis de l'expliquer, puis de prendre le temps aussi, un peu pour aller explorer ça. Puis surtout l'écoute, je ne sais pas si vous savez, moi j'ai retenu aussi beaucoup écouter l'autre personne aussi.
parfois, on est vraiment très isolé, puis évidemment, il y a des autres enjeux aussi au niveau de la langue, aussi au niveau, mais même parfois, même pas la langue, c'est juste parler, c'est confier à quelqu'un, c'est pas dans notre culture, c'est pas dans notre valeur, encore une fois. Puis, les chocs culturels, pour moi, en tant que travailleur social, médiateur interculturel, moi, ça me ramène au concept du deuil un peu. Si on voit, on regarde ça, la courbe du deuil, on voit que ça ressemble un petit peu à ça. Il y a un choc. Excusez-moi, il y a quelque chose qui devrait apparaître. Oh, puis je ne sais pas comment les fermer. OK, c'est bon. OK. Alors, c'est ça. Les chocs culturels, on va voir la courbe de deuil. Ça ressemble un peu à ça. Tu sais, il y a un choc, il y a un certain déni à la colère, à la peur, la tristesse, l'acceptation, les pardons. Puis après ça, il y a une certaine stabilisation, sérénité aussi. Mais le plus important, c'est la prise de conscience aussi. Puis on pourrait faire les parallèles un petit peu avec les étapes du choc culturel, comme elle a dit. Il y a une lune de miel, effectivement. Peut-être pour certaines personnes, les périodes pré-immigratoires avant d'arriver au Canada sont très contentes, ça va bien. Il y a beaucoup d'expectatives, beaucoup d'attentes aussi envers les nouveaux pays. Puis, pour des autres personnes, c'est triste. Ça ne veut pas dire que c'est très joyeux non plus, mais c'est ça un peu la nuance d'aller explorer puis d'être à l'écoute de cette personne-là. Pourquoi? J'ai souvent, ouais, j'ai déjà entendu, il y a certains intervenants, collègues qui viennent me voir aussi, puis parfois ils viennent me dire, mais je ne sais pas quoi faire avec cette patiente-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais je dis, ben, en premier, ben, peut-être, je le demande, est-ce que tu le sais pourquoi être ici? Puis la réponse parfois c'est non, je n'ai pas posé cette question-là. Ben, peut-être que ça vaudrait la peine un peu d'aller voir, explorer ça aussi. Pourquoi est-il immigré ici? Pourquoi? Dans quel statut? Pourquoi? Comment ça se fait? Puis euh, on va voir après aussi dans les chocs culturels, tant que dans la courbe de deuil, on a beaucoup de contrariétés, contrariétés, abattements nerveux, comme ici, il y a beaucoup de déni, beaucoup de colère, la peur, la tristesse aussi. Mais ça se peut aussi que cette période-là, des lunes de miel, on les vit une fois qu'on est ici au Canada aussi. Tu sais, moi, je pourrais parler pour moi. Au début, c'était parfait, c'était Vienne, tout est merveilleux, même l'hiver, j'aimais beaucoup ça parce que c'était nouveau. Là, avec les années, c'est pas que j'aime ça, je trouve ça long. Alors, c'est différent, ça a changé. Vous voyez, et je ne suis pas toujours excité quand c'est l'hiver. Avant, c'était comme, yeah, là, maintenant, j'ai comme, oh non, encore un autre hiver, on y va, c'est bon. Alors, mais vous voyez, ça change aussi. Puis, un ajustement. Le quatrième, là, vous voyez, c'est un ajustement. Puis, on les voit dans la carte de deuil aussi, il y a un ajustement toujours là. Alors, moi, pour vous partager ça, je voulais vous dire ça au début, j'ai oublié complètement. Moi, je m'identifiais beaucoup aux papillons monarques aussi, parce que si vous connaissez un peu les papillons monarques, c'est un papillon qui est immigrante. À chaque année, elle immigre du Mexique vers le Canada à chaque année. Puis traverse toutes les États-Unis pour s'installer ici au Canada. Puis à chaque année, c'est une transformation parce que ce n'est pas les mêmes papillons qui viennent tout le temps. Il y a un cycle de reproduction. On va aller voir. Pourquoi je m'identifie comme ça? Vous allez voir, je vais vous expliquer plus en détail. Donc, je vous expliquais un petit peu les chocs qui c'est vraiment émotionnel, mais c'est intellectuel aussi. Et que le plus important ici dans les chocs intérieurs, c'est la prise de conscience. C'est ce qu'on vient de voir, c'est ce qu'on vient de nommer. Je suis sûr que les personnes immigrantes, ils savent, mais ils ne sont pas parfois conscients de tout ce qu'ils vivent. Dans mes formations aussi, souvent, c'est ce que je vois quand on parle de ça, quand j'explique tous les concepts théoriques. Eux sont comme vraiment, ils disent, c'est ça. C'est ça, je ne peux pas le nommer, mais je le sens. Alors, c'est intellectuel, mais c'est émotionnel aussi. Puis ça les aide aussi parfois à comprendre aussi. Excusez-moi. Ouais. Alors, encore une fois, les chocs culturels est vraiment lié avec les valeurs, la culture, mais c'est ce qui est
c'est ce que ça m'intéresse ici dans cette partie-là, c'est vraiment de vous dire que effectivement, les chocs culturels, c'est vraiment en lien avec l'identité parce que si on parle des valeurs, si on parle des cultures, évidemment, on va parler de l'identité. L'identité, c'est vraiment comment est-ce que je me vois, qui je suis pour moi et devant les autres personnes aussi. C'est vraiment l'identité, c'est un processus, puis ça change aussi parce que c'est une interaction entre les valeurs et la culture. Et pour les personnes immigrantes, l'identité, c'est un choc culturel aussi. C'est pour cette question-là, qui je suis quand je suis en plein processus, en pleine transformation, c'est pas si évident que ça. C'est pour ça que, comme je vous disais tantôt, je m'identifie à cette papillon-là. C'est parce que cette identité-là, on sait que c'est les papillons monarques, puis qui voyagent, mais on ne sait pas tout ce que ça le prend pour voyager. On ne connaît pas tous ces processus-là aussi. Puis c'est très complexe aussi. Alors, juste pour vous dire qu'effectivement, l'identité, c'est très individuel, c'est très personnel aussi. Puis cette identité-là, excusez-moi, je sais juste d'enlever ça parce que je ne vois pas sur mon PowerPoint. OK, bon. OK. Bon, cette identité, les chocs culturels, c'est vraiment, il y a une influence sur l'identité aussi, puis c'est vraiment en lien avec l'identité. Parce que lorsqu'on est devant une personne immigrante, j'aime beaucoup, c'est les modèles de l'iceberg culturel des Hall aussi, parce qu'ils disent, c'est ce qu'on voit là de la personne immigrante, c'est juste cette partie-là comme l'iceberg. On voit juste la petite pointe de l'iceberg. Ça veut dire comment est-ce qu'il agit cette personne-là. Mais on ne voit pas tout ce qu'il y a de plus de la personne, les valeurs, les croyances, tout ce qu'elle a vécu, tous ses parcours, tout ça, ça fait partie de son identité. Puis effectivement, les chocs culturels, ça vient quand cette partie-là se confronte à une autre identité. Ça veut dire dans ces cas-là, dans l'intervention, c'est quand ils viennent nous consulter. Puis là, nous autres aussi, on a des valeurs, on a une culture, puis une identité aussi. Puis on va les voir, on pourrait avoir des valeurs partagées dans une même société, on pourrait avoir la même culture dans une même société, même au Québec, mais l'identité, c'est différente. Et parfois, quand j'explique ça aux personnes immigrantes aussi, je dis, ben, c'est pas la même chose habiter à la ville de Sherbrooke qu'habiter à la ville de Montréal ou habiter à la ville de Québec. Et même, on est au Québec, on parle tous français, mais c'est parce que les valeurs, la culture, l'identité, c'est différent. Même si on partage les mêmes territoires, même si on partage de certaines façons, ben, on va voir qu'il y a des valeurs et des valeurs partagées, mais ça reste que notre identité, c'est individuel aussi. Puis, on va les voir aussi. OK. C'est ça. Juste pour vous résumer un petit peu, lorsqu'on est dans le choc culturel aussi, ou interculturel aussi, il faut se ramener aussi que c'est mon choc culturel, mais c'est le choc culturel de l'autre personne aussi. Puis d'être conscient aussi qu'en intervention, la personne qui est devant nous, qui est une personne immigrante, qui vient d'arriver, ou même si ça fait longtemps qu'il est arrivé ici, il vit des deuils aussi. Il est dans un processus aussi. Peut-être que la nuance, c'est d'aller chercher dans quelle partie de ces deuils-là il y a cette personne-là aussi. Parce qu'effectivement, quand on est dans le deuil, c'est une transformation. On vit plusieurs transformations, puis souvent, je pourrais vous dire aussi, il y a des journées que je suis dans la peur, dans la colère, dans la tristesse, dans la joie, puis même après 12, 13 ans d'être ici, j'apprends à faire des deuils aussi, puis à me promener aussi, des deuils aussi. Je pourrais vous donner un exemple aussi, les deuils, puis aujourd'hui, c'est ça, les deuils d'avoir un accent aussi. C'est pas facile parfois
au début, ça fait partie des peurs aussi de ne pas me faire comprendre. Alors moi, j'ai fait un deuil dans ma vie, même au niveau écrit, que ça y est, moi j'ai un accent, je ne vais pas parler sans accent, puis c'est correct aussi, parce que ça fait partie de mon identité, parce que c'est moi aussi. Mais pour arriver à cette prise de conscience, c'est pas facile. Et vous le savez quoi? Certaines personnes qui m'ont aidé à comprendre ça, ça a été des intervenants aussi, à me dire qu'ils me comprenaient, même si j'avais un accent, que c'était pas grave parce qu'il y avait des autres choses que je pouvais donner aussi, à part d'avoir un accent. Mais pour moi, à l'époque, c'était super important. Ça faisait partie de mes valeurs, de parler super, super bien, d'écrire super, super bien. Puis, à fur et à mesure, j'ai compris, j'ai fait un deuil, puis j'ai compris que finalement, effectivement, j'avais des autres choses à offrir qu'un accent seulement. Vous voyez? Mais ça, il faut les respecter aussi quand on est en intervention aussi, parce que il faut respecter les deuils de cette personne-là, même si on les dit, même si on l'annonce, même si on le reflète. Parfois, la personne n'est pas prête à le prendre aussi. On va voir. Puis, la dernière étape, c'est la période post-migratoire. On parle de l'adaptation et puis de l'intégration. Et ça, actuellement, c'est très, très, très à la mode. On parle beaucoup et dans l'air aussi de l'adaptation des immigrants ou l'intégration. Moi, c'est ce que j'ai le goût de vous dire. Je ne vais pas rentrer dans les débats aussi, mais ma façon de le voir en tant qu'immigrant puis en tant qu'intervenant aussi, c'est de vous dire qu'en premier, l'adaptation, effectivement, c'est un processus et c'est l'ajustement. Tandis que l'intégration, c'est un processus, puis on s'approprie de quelque chose, puis on va avoir une certaine cohésion aussi dans cet environnement-là. Alors, pour moi, ces deux concepts-là, parce que souvent, ça revient aussi, surtout pour les personnes immigrantes en formation, mais là, j'aimerais savoir, est-ce que je suis adapté ou est-ce que je suis intégré? Parce que là, je ne comprends plus, là, est-ce que je devrais être adapté ou est-ce que je devrais faire une intégration? Puis là, il y a tout un débat, puis là, il commence à avoir toutes sortes de commentaires, mais c'est ce que j'ai le goût de vous dire dans ça, c'est correct. Parfois, il y a certaines personnes qui sont intégrées versus les autres personnes qui sont adaptées aussi. Puis parfois, c'est un processus. Parfois, pour être adapté, il va falloir au début peut-être s'intégrer ou adapter pour l'intégration aussi. Parce que je pourrais vous dire de façon, à titre personnel, si au travail, j'ai fait mon adaptation, si c'est un processus avant, si je me comparais beaucoup avec mes collègues travailleurs sociaux, puis là, je ne me trouvais pas parce que je dis, ben, il y a comme un modèle de travailleurs sociaux que je ne correspond pas non plus à ce modèle-là, mais j'ai compris aussi qu'il fallait m'adapter à ça, qu'il fallait trouver ma propre identité dans ce métier-là. Puis finalement, je me suis intégré parce que je me suis retrouvé, vous voyez ici des légumes qui sont autour des tomates aussi. Je suis comme intégré, là, je sais que je suis différent, mais en même temps, je suis intégré, je fonctionne. Mais je passais pour un processus d'adaptation où je me sentais différent, mais je travaillais pareil. J'étais là aussi. Alors, parfois, c'est un processus, puis en plus, en servir de l'intégration pour passer à l'adaptation, de l'adaptation pour passer à l'intégration. Mais le plus important, c'est ça. C'est que je suis en changement, je suis en prise de conscience, je me transforme et je chemine dans ça aussi. Puis parfois aussi, ça nous vient chercher en tant qu'intervenant, parce que, moi, comme je vous dis, je vous parle aussi, mais parfois aussi, effectivement, en tant qu'intervenant, on va dire non, 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 cette personne-là, il n'est pas intégré, il va falloir qu'il s'intègre plus parce que là, on la voit qu'il ne veut pas s'adapter. Mais ça, c'est ma perception à moi. Ça, c'est ce que je vois de cette personne-là. Puis effectivement, peut-être que ça a l'air de ça. Mais moi, je pense qu'en tant qu'intervenant, il va falloir plutôt écouter cette personne-là dans quel stade de cette transformation-là est là. Et à quoi ça sert pour être cette personne-là d'être intégrée ou d'être adaptée. Puis les exemples sont variés aussi. Il y a beaucoup de communautés culturelles aussi qui sont juste intégrées. Il y a ces différences, mais ils fonctionnent très bien. Il y a des autres communautés qui sont adaptées aussi, qui ne sont pas de problème.
Mais comme je vous dis, pour moi, là, puis on pourrait voir si on rentre plus en détail de ce côté ici, je vous donne toute la série des autres concepts qui pourraient être en lien avec ça. Mais moi, je resterai avec ça. Puis le plus important que j'ai le goût de vous dire à ce sujet-là, parce que sinon on va rentrer dans des débats puis dans des discussions que ça finirait plus, c'est que c'est ça. Autant qu'on les voit comme un processus, autant qu'on les voit comme une transformation, à quoi ça sert d'être intégré? Puis de poser la question aussi, pour toi, ça veut dire quoi l'intégration? Pourquoi ça veut dire quoi c'est l'adaptation aussi? Et à quoi ça te sert aussi? Euh, tu es où dans ce cheminement-là, puis dans ce parcours-là aussi? Alors, juste pour vous dire, je vais faire, ça c'est un petit résumé du parcours migratoire, de tout ce qu'on vient de parler. Puis là, je vais continuer, comme je vous avais expliqué. On a vu ce côté-là un petit peu en interculturel, la partie des personnes immigrantes auprès de qui on intervient. Mais là, on va l'explorer un petit peu de l'autre côté aussi, en tant qu'intervenant. C'est qui est là de l'autre côté aussi? Puis c'est nous. C'est nous, en tant qu'intervenants, qu'on est de l'autre côté. On s'intéresse à l'altérité aussi. Alors, moi, je commence toujours avec cette petite phrase de Galilée, puis même je l'utilise beaucoup de titre personnel aussi, qui disent on ne peut pas rien apprendre aux gens, on peut seulement les aider à découvrir qu'ils possèdent déjà en eux tout ce qui c'est apprendre. Okay? Parce qu'une intervention, souvent, et surtout en intervention interculturelle, encore une fois, comme je vous dis, c'est ma vision. C'est ce comme je vois, c'est ce que je peux partager aussi. C'est ça aussi. En tant qu'intervenant, puis je vous dis, même moi aussi, ça a été un cheminement de transformation. On pense que si on a toute la vérité, puis on connaît tout, puis pas nécessairement aussi. On peut avoir beaucoup de connaissances. Puis ça fait partie de moi aussi au début, quand je commençais à étudier un travail social, je voulais tout savoir, je voulais tout connaître, je voulais tout chercher. Mais c'est ce qu'on oublie parfois, c'est d'aller chercher dans l'autre personne. Qu'est-ce qu'il a, l'autre personne, qui nous amène à apprendre aussi? Puis c'est exactement la même chose pour les personnes immigrantes aussi. Parfois, on veut comprendre qu'est-ce qu'on vit, mais parfois, c'est juste comme aller voir l'autre personne aussi. Puis on va avoir toutes les réponses souvent aussi. Là, OK. Là, et ça, je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'effectivement, comme je vous ai dit, aider en interculturel, c'est complexe aussi. C'est pas facile. Puis, les seules choses que j'ai le goût de vous dire aussi, c'est en tant qu'intervenant, c'est très important, comme on l'a vu pour les immigrants, l'identité, c'est très important. Mais en tant qu'intervenant aussi, c'est très important l'identité professionnelle, qui je suis en tant qu'intervenant aussi. Puis c'est souvent, comme c'est écrit ici, pas souvent, toujours, c'est en lien avec mes valeurs, avec ma culture, avec mon identité. Puis effectivement, il y a toutes sortes d'intervenants, puis on peut se positionner ou avoir une approche d'accompagnateur, d'intervenant, ou si on va un peu plus loin aussi, vous le savez, il y a une loi qui a modifié les codes des professions aussi. Alors, il y a des actes réservés pour certaines professions. On parle des travailleurs sociaux, des psychologues, des sexologues, des criminologues, des infirmiers, qui sont des spécificités au niveau de l'intervention aussi. Puis, il faut juste comme être conscient de ça. Et pourquoi? Parce que souvent, c'est nous qui on va expliquer ça aux personnes immigrantes. Comme je vous ai dit tantôt, va falloir qu'on vérifie auprès de la personne s'il comprend c'est quoi notre rôle, pourquoi on est là. Est-ce qu'on est des travailleurs sociaux, est-ce qu'on est psychologue, est-ce qu'on est un intervenant? C'est quoi la différence entre un intervenant et un travailleur social? Et si, étonnamment, j'ai déjà eu des collègues qui ne sont pas capables de donner une explication. Ils comprennent, ils savent très bien, mais
ils ne sont pas capables de l'exprimer auprès d'une personne qui ne connaît pas ce concept-là, parce qu'effectivement, là, il y a un choc culturel. On va expliquer des choses à une autre personne ou des concepts à une autre personne qui n'a pas cette référence. Là, je pourrais vous dire, pour moi, l'intervention au Mexique, c'est négatif. Pourquoi? Parce que dans l'histoire, on s'est fait envahir, conquérir. Alors, l'intervention, c'est négatif. Il y a quelqu'un qui va intervenir auprès de moi, c'est négatif pour moi au début. Vous voyez? Parce que c'est ma culture, c'est ma référence. Tandis qu'ici, en français, la notion d'intervention, c'est plutôt positif. Ça nous ramène à l'aide. Ça nous ramène à quelqu'un qui va m'aider, un intervenant. Tandis que pour moi, même si je suis mexicain, mais je ne suis pas, là, je vous partage ça. Intervention, parfois, je me dis, parfois, je n'aime pas utiliser ça, intervention, je vais intervenir parce que pour moi, personnellement, ça me vient chercher parce que je dis, comment ça, je vais intervenir auprès d'une personne. Mais vous voyez, là, je me positionne en tant qu'intervenant. Là, ça vient chercher à moi. C'est moi qui ai un petit choc là, à ce niveau-là. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ben, c'est juste être conscient de ça. C'est juste comme se poser cette question-là, réfléchir à ça et ne pas avoir peur de ça. Puis c'est pour ça que je vous dis, c'est un sujet très sensible parce que l'identité professionnelle, c'est très personnel et c'est très sensible aussi. Alors, et c'est un sujet ou c'est une discussion qu'on doit avoir en premier avec nous-mêmes. C'est de façon individuelle. Puis comme je vous dis, on pourrait faire une formation juste au niveau de l'identité professionnelle aussi. Alors, je vais vous partager certains points qui pour moi sont importants en tant qu'intervenant en interculturel aussi. C'est vraiment le respect de l'altérité aussi. Puis quand on parle de respect de l'altérité, c'est vraiment se respecter nous-mêmes et respecter les autres. Aussi, se respecter dans les valeurs, dans les cultures, dans l'identité, qui je suis. Et aussi respecter les personnes auprès qui on intervient. Puis je ne veux pas que ça prête à mauvaise interprétation aussi. Quand je vous dis, je sais que tout le monde travaille dans le respect, ça c'est évident, sinon on ne serait pas là, on ne serait pas dans l'intervention. Ça c'est évident. Mais dans le respect aussi de se connaître nous-mêmes, de se poser cette question nous, de se remettre en question nous-mêmes aussi. Puis c'est correct aussi. Moi, je vous partageais ça au début, quand j'ai commencé comme travailleur social, je me posais 3000 questions. J'ai dit, j'étais comme super anxieux parce que j'ai dit, je ne veux pas nuire cette personne-là plus que l'aider. Mais j'ai appris à me poser cette question. Est-ce que j'ai dit, est-ce que j'ai agi comme correctement selon moi? Je dis, ben oui. Je me suis respecté dans mes valeurs aussi. Je dis oui. Est-ce que j'ai respecté l'autre personne aussi? Je ne l'ai pas poussé, je ne l'ai pas obligé à faire des choses, je ne s'est pas senti brimé. Ben, peut-être que notre intervention n'est pas parfaite, mais si on se pose déjà ce genre de questions-là, vous allez voir, vous êtes déjà dans l'aide puis dans le respect aussi. OK? Puis souvent, trouver des solutions aussi. Parce que si on parle de difficultés aussi, tantôt on a vu ça, on parlait de où on pourrait avoir une idée du choc culturel ou de où ça venait dans les parcours migratoires, c'est plutôt dans les difficultés. Alors, souvent, les difficultés, on les voit, mais les personnes immigrantes ne vont pas parler nécessairement. Alors, peut-être en proposant des solutions à cette difficulté-là qu'on voit, on va valider auprès de l'autre personne aussi, si effectivement, c'est ça ou c'est pas ça. OK? Alors, puis, dernière, redonner l'espoir aussi. Et on a vu aussi, c'est pour ça que j'aimais beaucoup les concepts de deuil migratoire, parce que redonner l'espoir quand on est dans un processus de deuil, c'est toujours pertinent. T'sais. Puis souvent dans mes formations, c'est ce que je vois au-delà des concepts, l'effet de parler de certaines stabilisations, qu'effectivement, on ne va pas rester dans les difficultés tout le temps. Peut-être que les difficultés vont changer, mais ça ne va pas être la même difficulté.
ça leur redonne un peu d'espoir aussi. Alors, peut-être aussi, si c'est en lien avec les difficultés, avec ces liens-là, un petit peu de transformation aussi, comme dans son deuil aussi, comme je vous ai dit, c'est très important d'accompagner à cette personne-là, puis de respecter son processus, ses étapes de deuil à elle, puis de comprendre à cette personne-là dans ça. Alors, ça m'amène à vous parler de l'approche interculturelle en intervention, évidemment. Puis juste pour vous dire, effectivement, que l'approche interculturelle, son approche, en médiation interculturelle, c'est comme la prémisse des bases qu'on va prendre à ce niveau-là. C'est Cohen Emmerich, une madame française très réputée, très connue en France, qui a conçu cette approche-là. Puis, et pour elle, il y en a 3 étapes quand on parle de l'approche interculturelle. La décentration, la pénétration dans le système de l'autre et la négociation et la médiation. C'est de là qu'on voit... C'est de là qu'on a eu cette idée-là, l'Université de Sherbrooke, de créer cette maîtrise-là en médiation interculturelle. Okay? Alors, on va voir. Dans cette première étape, la décentration, à grosso modo, ça c'est grosso modo, on va aller plus spécifiquement, se méfier des premières impressions, les valeurs implicites, et réfléchir sur ces présupposés. Dans l'étape 2, c'est de s'informer, écouter la communication non verbale, voyager et prendre le temps. Et la négociation et la médiation, on va les voir. On va commencer pour la décentration. Qu'est-ce que c'est la décentration? Mais c'est ce que je vous ai parlé tantôt. C'est la prise de conscience de sa propre identité sociale. Puis quand on parle d'identité sociale, on parle de l'identité personnelle, professionnelle, en tant que familiale aussi. En société, on a plusieurs rôles aussi. Alors, être conscient de cette identité-là, qui je suis en général. C'est de poser cette question. Parfois, on n'a pas toutes les réponses. Puis je pourrais vous dire, en tant qu'immigrant, je n'ai pas toutes les réponses au niveau de ma identité, mais j'ai réfléchi. J'essaye de me poser des questions aussi, puis de trouver certaines réponses. Alors, cette prise de conscience-là, c'est un choc aussi culturel qu'on a envers nous-mêmes aussi. Puis comme je vous avais dit, ces chocs-là, c'est toujours en lien avec nos valeurs, notre culture et finalement avec notre identité aussi. Alors, la décentration, c'est vraiment, je me retire pour me connaître, pour savoir qui je suis avant de pouvoir aller à la rencontre de l'autre personne aussi. OK? La 12e étape, c'est la pénétration dans le système de l'autre. Et comment est-ce qu'on fait la pénétration dans le système de l'autre? Ben, c'est encore une fois dans la prise de conscience de l'identité sociale de l'autre personne aussi. Ça veut dire dans les chocs culturels qui vit l'autre personne-là, qui c'est vraiment en lien avec les valeurs, la culture et l'identité. Puis souvent, j'ai comme plusieurs questions à ce moment-là, mais comment est-ce que j'ai fait pour vraiment aller à la rencontre de l'autre personne? Ben, il n'y a pas de formule magique non plus, mais c'est ce qu'on peut faire. Il y a des repères. Puis c'est s'informer, écouter, respecter, communiquer. Puis c'est pour ça qu'on va finir la formation un peu avec la communication interculturelle. Parce que c'est un outil qui nous permet d'aller à la rencontre de l'autre personne aussi. Mais comme je vous dis, avant d'aller à la rencontre, il va falloir faire un cheminement personnel. Et c'est ça qu'en tant qu'intervenant, parfois c'est difficile à saisir. Et souvent, j'avais des collègues qui venaient me voir aussi, puis disaient, mais j'ai la difficulté avec cette patiente-là d'une origine différente. Mais à la fin, il y avait quelque chose que ça l'appartenait à l'intervenant, qui se le choquait. Il n'était pas à l'aise dans ça. Mais ce n'était pas la personne auprès qui intervenait. C'était juste comme il y avait un malaise personnel à ce niveau-là aussi. Parce qu'effectivement, ça nous ramenait à des questionnements au niveau identitaire. Tandis que l'intervenant, il voulait déjà aller à la rencontre de l'autre personne sans lui-même savoir poser certaines questions. Dans la dernière étape, la médiation,
Puis souvent, la médiation, c'est ce que l'image qu'on transmet à la fin, c'est vraiment construire un pont. On va à la rencontre de l'autre personne, mais on va construire un pont. Ça veut dire créer un lien. Puis trouver des accords dans cette médiation-là. Puis on va faire appel à la négociation et au compromis aussi. Mais aussi à la communication interculturelle. Ça va nous aider. C'est un outil aussi. Alors, la négociation, c'est toujours une discussion entre deux personnes et pour aboutir à un accord. Puis il y en a beaucoup de communication pour aboutir à cet accord-là, dans ce contexte-là aussi. Puis, un compromis aussi, excusez-moi, compromis, c'est la concession réciproque et avoir un intermédiaire de transition aussi. Trouver un juste milieu dans ça. Alors, moi, c'est ce que j'attire votre attention sur que tant dans la négociation que tant dans les compromis, le plus important souvent, c'est la communication. Communiquer. Comment est-ce que je vais faire ça? Comment est-ce que je vais aboutir à un accord? Comment est-ce que je vais faire des concessions si on ne communique pas de façon efficace ou assertive? On va les voir. Et puis, je vous partage ce processus de médiation aussi parce que l'autre, c'est l'approche. Mais comment est-ce qu'on fait ça? Il y a un processus. Puis c'est exactement la même chose. Il y en a 3 étapes aussi. Dans la première, c'est identifier les composants et les valeurs en cause. Ça veut dire la décentration. Préciser les cadres de référence des acteurs en présence. La pénétration dans le système de l'autre. Déterminer les actions possibles et trouver un compromis. La négociation et la médiation. Alors, je vous donne un exemple. Ça, c'est le côté théorique. Vous allez pouvoir revenir là-dessus. Exemple. Puis c'est un exemple récent. Je ne sais pas si je vous avais dit au début, je ne me souviens pas. Je travaille social dans son CIUS en GMF et aussi je suis médiateur interculturel pour les programmes Les enfants à la musique de l'Orchestre symphonique de Montréal aussi. Alors, souvent, je prends des exemples dans ma pratique aussi, mais par des raisons de confidentialité, je ne peux pas vous dire exactement tout, mais c'est un bon exemple, c'est là. C'est très récent, puis ça illustre beaucoup. Alors, on avait une maman, mère d'un enfant, dans une école, qui refusait que sa fille de 6 ans aille à son activité parascolaire parce que elle avait déjà lu sur Facebook ou sur des autres sources que, dans le fond, les thermomètres sans contact, c'était très mauvais au niveau neurologique pour les enfants, puis que causait des dommages. Alors, maman refusait que l'enfant ait une prise de température avec ce thermomètre-là. Alors, on a d'un côté, on a maman ici qui refuse que son enfant ait cette prise-là de température. Puis de l'autre côté aussi, on a l'école qui est évidemment choquée parce qu'il refuse cette prise de température-là dans ce contexte-là de COVID aussi. Alors, pour eux, c'était comme tout un choc parce que c'est une mesure sanitaire obligatoire, tandis que pour la maman, elle refusait parce qu'elle ne voulait pas causer des dommages neurologiques à sa fille. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait là? On a deux côtés. Puis, juste pour vous dire aussi, cette maman-là, elle est d'origine immigrante aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Bien, c'est un canevas. On va reprendre un petit peu. Identifier les composants et les valeurs en cause. La décentration. OK. Bon. Il faut juste comme voir, OK, moi, qui je suis,
je suis un intervenant de l'école, je suis l'école, OK? Moi, j'ai des mesures à respecter, moi, je suis là pour éduquer. Ça, c'est, vous voyez, tout ce que je viens de vous nommer, c'est des valeurs. Les valeurs, ça fait la culture. Et aussi, il faut l'avoir très clair parce que c'est une discussion à avoir avec l'école, avec la directrice aussi. C'est quoi vos valeurs? C'est ce qui est cette école-là, parce que les valeurs sont peut-être généraux dans toutes les écoles, on les sait. Mais ça reste que c'est quoi les valeurs de l'intervenant? C'est quoi les valeurs de la directrice? C'est quoi les valeurs de cette personne-là qui sont en contact avec cette situation-là aussi? Puis aussi identifier, comme je vous ai dit, les valeurs de l'autre côté aussi. Pour maman, pourquoi est en train d'être choquée à cette mesure-là? Parce que pour elle, c'est important le bien-être de sa fille. Pour elle, c'est important qu'elle soit en santé. Il ne faut pas avoir des dommages neurologiques. Puis c'est là que ça devient difficile parce que, même on a fait l'exercice, ils m'ont raconté, on l'exercice, on a posé des questions à ces experts. Est-ce que c'est vrai que ce genre de thermomètre-là cause des dommages? Il n'y a aucune étude scientifique qui prouve ça. Par contre, il faut juste comme réaliser que pour maman, c'était très important. Il croyait à ça. Tandis que l'école croyait exactement le contraire. Alors, il faut juste comme, si on est conscient de ça, déjà, on est en train de franchir ces étapes-là aussi. C'est quoi mes valeurs? C'est quoi les valeurs de les autres personnes aussi? Puis aussi de dire aussi, pour aller à la rencontre de l'autre personne, on s'est déjà posé cette question-là. Puis effectivement, quand on allait rencontrer l'autre partie, il nous a dit qu'il était vraiment inquiet pour la santé, puis qu'il avait effectivement lu cette information-là sur Facebook. Et c'est là qu'on doit être à l'écoute aussi, parce que finalement, c'est pas qu'il ne veut pas prendre la température de sa fille. Ça, c'est juste comme les symptômes. les vrais enjeux, le vrai questionnement, c'est le bien-être de la fille. Puis on s'est rendu compte en conversation, en discutant de ça, qu'effectivement, la troisième étape, c'était quoi le plus important? À la place d'être confronté, puis ça, c'est très important, il y avait quelqu'un qui voulait amener toutes les études qui prouvaient les contraires, il y avait quelqu'un qui voulait comme tout expliquer, mais maman croit fortement à ça. Est-ce qu'on va s'obstiner pour ça? Encore une fois, ça, c'est les symptômes seulement. Le plus important, c'est de la réassurer à ce niveau-là parce que c'est important, c'est son valeur à elle. Le bien-être de la fille, puis en discutant aussi, on s'est rendu compte que les valeurs aussi de l'école ou de l'institution, ça a été aussi le bien-être de la fille aussi. Alors, est-ce qu'on est capable de parler d'une négociation, d'un compromis? Ben, la fin, c'est en train de donner aussi, sont en négociation. Par contre, il y a des choses qui sont suggérées aussi. C'est la prise par thermomètre régulier aussi, mais en tenant toujours en compte qu'on est là pour l'enfant, le bien-être de l'enfant. Peu importe de quelle culture on vient, peu importe si on est québécois ou on n'est pas québécois ou on est immigrant, il ne faut pas oublier que le plus important dans tout ça, c'est l'enfant. Dans cette situation-là, c'est que l'enfant aille bien, qu'il soit en sécurité, que soit heureux finalement l'enfant dans ça aussi. Il faut les ramener parce que sinon, on se perd. Les valeurs, les compromis, ça doit être fait autour de ça. Parce que sinon, c'est très facile de se perdre. Mais j'ai vu en Facebook, non, mais là, ici, on est là pour ça, mais là, ici, on est pour ça, c'est des consignes, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais est-ce qu'on va priver un enfant d'avoir certains cours préscolaires aussi à cause des croyances sur Facebook, ou on va l'empêcher aussi parce qu'il y a certaines mesures sanitaires rigides aussi de l'empêcher. Encore une fois, c'est une discussion à avoir, puis c'est en train d'avoir cette discussion-là aussi. Mais vous voyez un peu comment on les fait déjà indirectement.
C'est juste la théorie. Et je suis sûr que vous avez déjà fait des médiations aussi, inconsciemment ou indirectement aussi. Mais ça nous aide aussi parfois à ne pas s'éparpiller dans toutes sortes de directions, parce que c'est très facile. Et je vous dis ça, en tant que médiateur interculturel, c'est très facile aussi d'être confronté à mes propres valeurs, parce que même moi, je suis immigrant, moi, j'ai mes propres valeurs à moi aussi. Alors, c'est très facile de pouvoir aller dire, non, mais pour moi, c'est important, ça. Mais au bout de ligne, ben, finalement, je pense que le plus important, c'est le bien-être de quelqu'un aussi dans cette situation-là. C'est juste à titre informatif. Je sais que ce n'est pas exhaustif, mais on a quand même du contenu à voir. Puis là, quand on parle de ça aussi, j'aime visionner cette vidéo-là aussi parce que c'est très parleur. Puis on va voir comment vous allez vous retrouver dans certaines choses. Et effectivement, c'est un exemple de médiation interculturelle. Dans un monde idéal, on voudrait pouvoir traiter tout le monde également. Mais dans la vraie vie, c'est pas assez. Parce que si on traite tout le monde sur un pied d'égalité, on va donner des avantages à des gens qui sont déjà privilégiés et on va empêcher les moins privilégiés d'accéder aux mêmes opportunités que tout le monde. En 2012, Craig Frohl, un professeur de commerce à l'Université de Cincinnati, a créé cette image pour illustrer la différence entre l'égalité et l'équité. À gauche, on voit 3 enfants traités également, c'est-à-dire qu'ils ont chacun une boîte de pommes. Mais on voit très bien que le grand en a pas de besoin, alors que le petit en a pas assez pour bien voir le match. En réallouant les ressources équitablement, on permet à tout le monde de voir le match, puis personne n'est pénalisé. Bon, c'est sûr que le plus grand pourrait chialer puis dire « Mais moi, j'ai pas de boîte de pommes puis les autres, y en ont. » Il pourrait aussi signer sa carte de membre du club des douchebags. Mon ami Fabrice Ville l'a utilisé dans une de ses chroniques pour expliquer pourquoi ça n'a pas rapport quand on dit qu'on ne voit pas la couleur. Fabrice, c'est un avocat, c'est un militant antiraciste, puis c'est aussi un coach de basketball. Ça veut dire qu'il connaît autant ses droits fondamentaux que le sport. Fabrice, t'es avocat, donc tu connais bien tes droits, mais t'es aussi coach de basket, fait que le sport, tu connais ça. Ça arrive souvent en sport qu'on utilise le principe d'équité. Oui, tout à fait. Il y a des sports, par exemple, à la course. On ne parle pas des courses en ligne droite, mais les courses où il y a une courbe, où on veut garantir, en fait, à chaque coureur les mêmes chances de réussite. Donc, ces coureurs-là ne vont pas partir du même pied d'égalité. Ils vont tous partir avec un certain décalage pour tenir compte, en fait, du désavantage qui se crée par la courbe. Plus tu es à l'extérieur, plus l'ovale est grand. Exactement. Donc, si tu partais sur la même ligne de départ, la personne à l'extérieur aurait un désavantage par rapport à ceux qui partent de l'intérieur pour qui le trajet serait plus court, en fait. Quand on fait des ajustements comme ça, il n'y a personne qui dit « C'est pas juste parce que moi, je pars pas de la même ligne. » Non, le monde a comme compris que c'est logique. Puis en fait, c'est drôle parce que les traitements différenciés, dans une perspective d'équité, en société, on les voit. L'impôt, c'est un traitement différencié, c'est un traitement différent qu'on accorde aux différents individus parce qu'on comprend que les gens qui ont moins de revenus devraient payer une petite part que les gens qui ont plus de revenus. Si un immeuble est inaccessible, c'est plus facile de comprendre qu'on va, par exemple, mettre des rampes d'accès ou en fait créer des lieux qui permettent aux gens qui ont une mobilité réduite, par exemple, d'avoir accès aux édifices. Quand on parle de traitement différencié pour tenir compte du racisme ou du sexisme, c'est des concepts plus intangibles, moins physiques, puis c'est là que les gens ont plus de difficultés. Mais en sport, vu que c'est vraiment dans nos faces, c'est assez évident que c'est nécessaire. Pourquoi tu aimes la métaphore des enfants qui regardent la partie de baseball sur des caisses de pommes? J'aime cette métaphore-là parce qu'elle illustre assez bien les différences entre les opportunités qu'on veut offrir aux gens, les droits fondamentaux que les gens devraient avoir, puis les traitements différents. Des fois, c'est des concepts qui sont un peu entremêlés. Moi, je pars toujours du constat qu'on est tous des humains. On devrait avoir accès aux mêmes droits fondamentaux, aux mêmes opportunités. Ça ne veut pas dire qu'on est tous pareils. Ça ne veut pas dire qu'on devrait tous être traités exactement de la même façon. C'est assez clair avec cette analogie-là, la métaphore des 3 qui regardent le match, les 3 garçons qui regardent le match de baseball, la différence entre les mêmes opportunités, les mêmes droits pour le monde. On est tous des humains, mais on n'est pas pareil, puis on devrait tous être traités différemment pour arriver à cette égalité-là. Je me souviens de la chronique dans laquelle tu avais utilisé cette métaphore-là. C'était pour répondre aux gens qui te disent « Ah, moi, je vois pas les couleurs, je vois pas la race. » Pourquoi c'est important pour toi de voir les différences? C'est assez drôle parce que plusieurs personnes qui disent qu'ils ou elles ne voient pas la couleur sont d'accord qu'il faut redresser les injustices.
Mais c'est impossible de redresser les injustices en ne voyant pas les problèmes qui affectent les gens qui vivent ces injustices-là. Moi, je ne pourrais jamais dire que je vais faire, par exemple, un documentaire sur la violence faite aux femmes si je disais, ben, je voyais pas les gens. Ça n'aurait pas de sens. C'est important d'être en mesure de voir ce qui nous différencie, de voir comment certaines personnes sont avantagées, comment certaines personnes sont désavantagées, puis d'adapter, en fait, les traitements qu'on offre à ces gens-là pour rétablir une certaine égalité. Je comprends les gens de vouloir dire moi, je ne vois pas les couleurs parce que dans un monde idéal, on les verrait vraiment pas. Puis dans ta chronique, tu parlais d'ailleurs de si on discriminait les gens en fonction de la couleur de leurs yeux. Mais effectivement, on ne tient pas compte de la couleur des yeux des gens. En fait, je pense pas moi en tout cas. Ouais, non, mais puis tout le monde va dire on ne tient pas compte de la couleur de la peau, mais on le fait inconsciemment. C'est ça? Comment on fait pour donner à tout le monde accès au match de la vie? Tu poses une très bonne question. Il n'y a pas une seule réponse parce que sinon, on les aurait réglés, ces enjeux-là de l'égalité. Ma perspective personnelle là-dessus, c'est que chaque personne a une responsabilité de porter attention à son entourage. Quand quelqu'un se dit victime de discrimination, ben, c'est d'écouter puis d'essayer de comprendre ces dynamiques-là, de voir parfois même quelle responsabilité on a par rapport à cette discrimination-là par moment. Sinon, d'un point de vue plus collectif ou au niveau des politiques qu'on peut mettre, il y a des mesures qui permettent de faire des traitements différenciés. Les fameuses mesures de discrimination positive, les quotas, des fois, les gens pensent que c'est des avantages indus qui sont accordés aux gens qui bénéficient des quotas, prenons cet exemple-là, mais c'est pas ça. C'est juste une manière de rétablir une égalité qui n'est pas là au point de départ. Mais au basket, Fabrice, ton sport préféré, les grands, vous avez clairement un avantage sur nous. Est-ce que ça veut dire que le basket, c'est un sport injuste? C'est une autre bonne question. Le basket a des règles. Par moment, ça peut avantager les plus grands, mais c'est pas vrai qu'on est obligé d'être grand pour être bon au basketball. On peut être plus petit, plus vite, intelligent, travailler fort. Il faudrait que tu aies toutes ces qualités-là, je disais, pour être une bonne joueuse de basketball. Et que j'ai déjà joué au basketball. Hein? Tu as l'habit, mais l'habit ne fait pas le moine. Bon. Alors, cette vidéo-là aussi, je l'ai mis un peu pour faire la transition un petit peu avec la communication interculturelle parce qu'on parle de ça aussi, effectivement. Ça, c'est un exemple de médiation. Et pourquoi on doit faire des médiations aussi? Puis souvent, quand on est interculturel, en tant qu'intervenant aussi, effectivement, on doit faire certaines concessions. Effectivement, on doit comprendre la situation de l'autre. Pourquoi? Et souvent, l'enjeu que ça revienne tout le temps. Et souvent, ça prend plus de temps aussi. C'est complexe et ce n'est pas évident. Puis il y a certaines personnes qui ne sont pas à l'aise avec ça non plus. Puis ça vient chercher aussi. Alors, il faut juste être dans la prise de conscience et comme dit dans la vidéo, poser des questions, puis on va les voir. Dans le fond, j'aimerais juste finir aussi avec ça, avec la communication interculturelle. Comment est-ce qu'on peut s'en servir de la communication interculturelle? Et c'est vraiment en lien avec la médiation interculturelle. D'abord, on va juste commencer pour faire la différence entre l'information et la communication. Bon, comme je vous ai dit, dans une autre vie, au Mexique, j'avais étudié beaucoup au niveau de la communication. Puis ça, c'est comme la base de la base. Souvent, faire la différenciation souvent dans l'information et la communication, vous allez voir, ça nous aide. Moi, ça m'a aidé beaucoup aussi. Qu'est-ce que je veux dans mon intervention ou qu'est-ce que j'ai fait dans mon intervention? Souvent, est-ce que je suis en train d'informer ou est-ce que je suis en train de communiquer aussi? Puis ça se pourrait aussi que je vais juste informer aussi. Mais si mon objectif, c'est de communiquer, ben, on va les voir. L'information, c'est juste un processus, puis c'est un transport d'informations à travers un moyen entre deux personnes. On va transmettre de l'information à quelqu'un d'autre. Puis la différence, c'est qu'on n'attend pas grand-chose. Il n'y en a pas de retour à ce sujet-là. On envoie quelque chose, on envoie l'information, on envoie des concepts, on envoie des consignes, on envoie des conseils, puis c'est tout. Tandis que dans la communication, c'est un peu plus complexe que ça. Il se met en commun, la mise en commun, il y a un partage entre des interlocuteurs avec une autre personne, avec
afin de créer un espace commun. C'est une rencontre. Et si vous voyez, ça, là, c'est des concepts qui c'est partagé avec l'interculturel aussi. Alors, on n'est pas loin de ça. Puis souvent, ça, c'est comme la base de la base en communication. C'est le schéma de la communication pour les personnes qui sont plus visuelles aussi. Ça a l'air complexe, mais c'est très facile. Puis ça nous aide à comprendre aussi la communication. Il y a un contexte aussi, puis il y a un émetteur, il y a quelqu'un qui donne le message, il y a quelqu'un qui reçoit, il y a un référent, il y a des messages, puis un canal aussi, il y a un code aussi, souvent c'est la langue aussi, puis il y a une rétroaction. Puis on va voir, il y a des bruits aussi, excusez-moi. Il y a des bruits aussi qui sont autour de ça. Mais juste pour clarifier, on voit la différence ici. Communication versus information. La communication fait du sens. C'est une mise en relation. L'information fait savoir, apporte des connaissances aussi. Alors, à ce niveau-là, je voulais juste clarifier. Dans votre intervention aussi, parfois, ça vaut la peine aussi de vous poser la question, est-ce que je suis en train de... Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux communiquer? Est-ce que je veux informer aussi? Puis c'est en lien aussi avec respecter vos limites et les limites et besoins des autres personnes aussi. Il y a certaines personnes avec qui on est en intervention immigrante aussi qui sont en plein deuil. Puis nous, on veut communiquer, créer un lien avec cette personne-là, tandis que aux autres, c'est ce qu'ils sont capables d'avoir, c'est juste accès à l'information. Et souvent, il y a certaines personnes, j'ai déjà intervenu auprès des personnes qui viennent juste chercher l'information, puis c'est tout. Et moi, je voulais créer un lien, moi, je voulais comme aller plus loin que ça, mais la personne, c'est pas ça qui venait chercher. C'était juste avec l'information, c'est tout. Parce que, rappelez-vous, l'information, ça aide avec les difficultés aussi. Dans la difficulté, pour eux autres, c'est important. Donc, ça voudrait que c'est une valeur. Ça fait partie de sa culture aussi. Versus, pour moi, dans mon intervention, est-ce que c'est important de communiquer ou d'informer? Est-ce que je veux informer? Est-ce que je veux communiquer? Est-ce que je suis à l'écoute de l'autre personne? Est-ce que je dois m'adapter? Est-ce que je dois donner juste de l'information ou je dois aller au-delà de ça puis communiquer avec cette personne-là? C'est juste être posez-vous des questions aussi, dans la prise de conscience. Alors, c'est ça. Dans l'interculturel, je ne vais pas le répéter, c'est juste un rappel pour moi de vous dire que c'est complexe, il faut se mettre en commun. Moi, le plus important, puis qu'il y a des valeurs, la culture, l'identité. Puis ça, c'est le plus important pour moi, l'interculturel versus la communication. Mais dans tous les deux, on voit qu'ils sont rencontres, sont mises en commun. Les soucis de l'autre. Et dans la communication, il y a un partage aussi, un espace communicationnel en commun. Il y a un rapport, il y a une rencontre aussi. Vous voyez, il y a des choses qui sont parallèles, qui se rejoignent dans ce concept-là. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de la communication interculturelle. Effectivement, on peut trouver plusieurs concepts. Moi, c'est ce que j'ai choisi, ces deux concepts-là. C'est une relation dans une culture, d'individus entre eux, des acteurs, afin d'avoir une communication. Il y a des échanges, une interaction dans des groupes, ou ça pourrait être des individus avec des cultures différentes ou des enjeux sociaux. Donc, c'est ce que moi, ça m'intéresse, que je voulais vous montrer, c'est j'ai adapté ce petit schéma-là au niveau de la communication pour nous aider à comprendre aussi. Dans la communication interculturelle, effectivement, on a des cultures, on a l'identité. Ces codes-là, on peut les voir aussi comme des valeurs. Puis on est tout à fait dans l'altérité aussi, dans un contexte sociétal aussi. Tout ça, il y a une influence sur la qualité de notre communication. Mais le plus important dans l'aspect dans lequel j'aimerais focuser puis partager avec vous, c'est au niveau du bruit. Pourquoi? Parce que les bruits, c'est en lien avec les chocs culturels, ça veut dire les valeurs différentes. Toutes ces réactions-là qu'on avait déjà nommées au début aussi, la communication interculturelle va pouvoir nous aider à être en contact,
avec ces chocs-là culturels, puis à passer à travers ces chocs culturels-là de façon plus facile, optimale. Puis, n'oubliez pas, les chocs culturels, peut-être, il va se donner de toute façon. C'est juste comment on va l'apprivoiser, comment est-ce qu'on va faire face à cette choc culturel-là. Alors, là, on commence à voir, ici, c'est ce qui m'intéresse, les bruits. Puis là, c'est la partie un peu plus intéressante peut-être au niveau de l'intervention aussi, puis au niveau général. Les bruits dans la communication interculturelle, c'est tous ces concepts-là. C'est des concepts très délicats, sont des concepts qui provoquent beaucoup de débats, beaucoup de réflexions, mais qu'en même temps, je pense que c'est important de nommer puis de réfléchir à ces sujets-là aussi. C'est l'ethnocentrisme, les préjugés, les stéréotypes, l'exotisme aussi, puis c'est la discrimination. Oui, effectivement. Là, on va voir. OK. Bon, on commence pour l'ethnocentrisme. La métaphore la plus utilisée pour comprendre l'ethnocentrisme, c'est les lunettes. C'est quand on a des lunettes pour voir les choses. C'est une façon de voir les choses aussi. Puis, il ne faut pas oublier aussi, les lunettes, parfois, on oublie qu'on a ces lunettes. Moi, personnellement, je porte des lunettes. Les personnes qui portent des lunettes, parfois, on oublie qu'on a des lunettes. Mais quand on enlève les lunettes, on se rend compte que finalement, on a besoin de qu'on avait des lunettes aussi, puis qu'on voyait de façons différentes. Alors, c'est une façon de voir la culture. C'est un trait culturel universel, projectif et discriminatif. C'est une perception, c'est une grille de lecture. C'est une façon de voir les choses, puis effectivement, c'est une façon de discriminer notre lecture. Comment est-ce qu'on va voir les choses, une situation? Bien, on va les voir à notre façon. Puis l'ethnocentrisme, c'est encore une fois en lien avec les valeurs et avec la culture, donc avec notre identité. Les préjugés, et je vais les nommer, et je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus parce qu'effectivement, c'est un sujet très controversiel, puis on pourrait discuter, mais j'aimerais passer peut-être à des réflexions un peu plus pratiques aussi. Puis les préjugés, c'est des mots, c'est des jugements toutes faits, c'est des prêts-à-penser. Les stéréotypes, c'est des simplifications. On met dans des schémas certains comportements aussi. L'exotisme, c'est valoriser l'autre et ailleurs aussi. Juste pour vous dire, l'exotisme, on l'entend moins, mais je trouve que c'est important de le nommer aussi parce que quand j'ai fait la formation auprès des immigrants, ça vient chercher beaucoup aux autres parce qu'ils disent qu'il y en a plusieurs personnes qui sont beaucoup dans l'exotisme aussi. Puis l'exotisme, ce n'est pas négatif. Bien, tous ces concepts-là, on va les voir. C'est ça que la réflexion auquel je voulais arriver. Ces concepts-là, souvent, nous ramènent dans une direction, une connotation négative. Par contre, ce n'est pas tout à fait comme ça. Dans l'exotisme, j'ai déjà beaucoup de commentaires ou des expériences de certaines personnes qui disent l'exotisme. J'ai déjà vécu l'exotisme aussi où, exemple, je ne sais pas si je peux ça nommer, mais je suis mexicain, je suis né au Mexique. Alors, il y a certaines personnes qui disent « Oh, ben, c'est merveilleux ton pays, j'aimerais être mexicain, j'aimerais c'est tellement bien, c'est tellement… » C'est comme ils veulent bien faire. Il y a beaucoup de compliments, puis on tombe dans l'exotisme, mais moi, il y a comme un malaise là-dedans aussi, mais l'autre personne, il veut bien faire aussi. Ça, il valorise l'autre personne d'ailleurs aussi. Il y a comme un rêve, puis il y a beaucoup de monde qui me dit j'aimerais habiter à Cancun, à Playa del Carmen. Puis là, je dis mais malheureusement, je ne suis pas né à Cancun, à Playa del Carmen, je suis né dans une ville au centre. Vous voyez, c'est les rêves de tout le monde, c'est l'exotisme. Puis parfois, dans certains contextes, ça aide, dans des autres contextes,
l'effet que ça donne, c'est juste comme, oh, ben, merci beaucoup, mais il faut que je m'en aille parce qu'il y a une malaise qui s'est créée. Okay? C'est juste pour vous donner un exemple. Puis, dernièrement, on va parler de la discrimination. Ben, c'est une action de séparer, de distinguer avec certains critères, des critères personnels, traiter différemment quelqu'un en groupe aussi. Puis, la discrimination, le plus important ici, encore une fois, c'est vraiment, il y a un lien direct avec les valeurs, avec la culture, donc avec l'identité aussi. Alors, dans tous ces concepts-là, qui représentent un certain bruit dans la communication interculturelle, il faut juste comme être conscient, ben, c'est ça la prochaine, que ça nous ramène à un certain choc culturel parce que ces concepts-là sont en lien avec les valeurs, avec la culture, puis avec l'identité. Donc, cette réflexion-là, il met mal à l'aise à plusieurs personnes parce que, effectivement, de façon générale, tout le monde a des préjugés. Tout le monde a un certain ethnocentrisme. Tout le monde a des préjugés. Tout le monde a des stéréotypes. Et tout le monde a déjà fait l'exotisme. Et souvent, en intervention, on a cette malaise-là, puis de dire non, moi je ne fais pas la discrimination. Non, je n'ai pas de stéréotypes. Non, je n'ai, on dirait qu'on a peur de ça. Puis qu'on se questionne fortement. Mais effectivement, si je n'ai jamais fait si je n'ai pas de préjugés, si je n'ai pas de stéréotypes, et si je n'ai jamais fait la discrimination, ça veut dire que moi, je n'ai pas de valeur, moi, je n'ai pas de culture, donc je ne suis pas qui je suis. Et ce n'est pas tout à fait vrai. Donc, effectivement, ça fait partie de nous d'avoir des préjugés, des stéréotypes, et avoir un certain exotisme, et avoir un ethnocentrisme aussi. Puis ça va dans les deux sens aussi. C'est ça le plus important aussi. C'est de se rendre compte que tant la personne immigrante avec qui on va intervenir, tant que l'intervenant, sûrement, il va avoir des préjugés. Sûrement, il va avoir un peu d'ethnocentrisme aussi. Puis c'est tout à fait normal parce que ça fait partie de notre valeur, de notre culture. Je pourrais vous dire, au Mexique, il y a beaucoup de discrimination entre Mexicains. Alors, c'est parce qu'on est Mexicain, parce qu'on a la peau foncée, on ne fait pas la discrimination, on ne fait pas des stéréotypes. On n'a pas ça. Oui, on en a. Alors, un exemple aussi, c'est quand on parle ici, puis c'est un sujet très, dernièrement, ça a été très dans l'air aussi. Monsieur Legault qui a dit la discrimination existe au Québec, mais elle n'est pas systémique. Bon. C'est un peu comme dire, je ne suis pas raciste, mais, alors, c'est la même chose. Tous les Québécois sont comme ça, et tous les immigrants comme ça. Puis effectivement, j'ai déjà entendu, moi je suis immigrant, je me tiens avec des personnes immigrantes, puis je donne des formations, puis effectivement, il y a beaucoup de préjugés entre immigrants aussi, de dire, ah ben tous les Québécois sont comme ça. Ah, je ne me tiens pas avec des Québécois parce qu'ils sont comme ça. Mais aussi, c'est l'envers. Il y a beaucoup de personnes québécoises, ah non, non, les immigrants sont comme ça, sont comme ça, sont comme ça. Donc, il y en a. Ça existe. Il y a là les préjugés. Les stéréotypes sont là. Mais il y a beaucoup de monde qui est mal à l'aise avec ça, à l'admettre aussi, puis à le dire. Puis une chose, c'est de réfléchir, c'est de le nommer, de se poser cette question. Puis une autre chose complètement différente, c'est de l'annoncer, de l'afficher, puis de manquer du respect envers des autres personnes. Ça, on rentre dans des autres sphères. Puis vous voyez, moi, je vous donne un exemple personnel. Moi, quand j'étais au bac, j'ai allé un été pour travailler, puis étudier, puis apprendre l'anglais à Vancouver. Puis juste pour vous dire que la première fois que je me suis senti discriminé au Canada, au Québec,
Même pas au Québec. Au Québec, je ne me suis jamais senti discriminé de cette façon-là au niveau personnel par ma race physiquement. Mais la première fois que je me suis senti discriminé physiquement pour mes traits physiques, ça a été à Vancouver. Lorsque j'ai rentré dans un magasin Apple pour aller acheter un ordinateur et je me fais discriminer pour une personne asiatique parce que je le parlais, il ne voulait même pas parler. Je n'existais pas. Il me regardait de haut en bas, puis il ne m'écoutait pas. Il ne voulait pas me donner de service. Puis là, j'ai compris, il me l'a fait sentir, il me l'a fait savoir aussi qu'il ne voulait pas que je sois là. Il me montrait juste la porte. Vous voyez, c'est juste pour vous dire qu'effectivement, tout le monde est confronté une fois à ça. Puis, tout le monde pourrait penser ou être porté à penser que je vais être discriminé par une personne blanche, québécoise de souche ou canadienne de souche, mais pas tout à fait. Si la discrimination va au-delà de ça aussi. Tout le monde fait de certaines façons la discrimination. Un autre exemple que je voulais partager avec vous, ça c'est au niveau personnel, ça c'est au niveau professionnel. Pendant les premiers confinements, la première vague du COVID, j'ai été délesté, j'ai arrêté mes fonctions dans mon poste permanent pour être mis dans une autre place. Alors moi, j'étais délesté au métro pour travailler auprès des personnes itinérantes. Alors, vous allez vous poser la question, c'est où la discrimination, non, c'est où les préjugés ou c'est où l'exemple? Mais dans le fond, la consigne n'était pas très claire. Mais la consigne, c'est vous intervenez auprès des itinérants, puis vous les approchez. Donc, ça posait vraiment tout un questionnement parce qu'au métro, il n'y en avait pas beaucoup de monde. Puis effectivement, il y en avait certaines personnes qui prenaient le métro, dont on en devait aller chercher les itinérants. Puis effectivement, on a eu certains contacts où on a appris aussi que l'effet de porter des vêtements de telle façon, l'effet d'avoir physiquement certains traits ou certaines façons de s'habiller, ça ne veut pas dire que tu es un itinérant. Et même là, encore là, tous les itinérants, ils n'avaient pas besoin de nous, de l'aide. Peut-être il y avait besoin d'informations, mais pas de communication. Il n'y avait pas besoin d'être mis en contact. Juste pour vous dire qu'effectivement, la discrimination était là peut-être. Parce qu'aller approcher une personne puis lui dire ou lui faire savoir qu'elle est itinérante, c'était un peu discriminatoire aussi. C'était un peu préjugé aussi. Puis vous voyez, dans mon cadre professionnel, j'étais appelé à faire ça un peu. Mais c'est là qu'on doit se poser de questions. C'est là qu'on réfléchit. Puis effectivement, on a eu une discussion. Puis effectivement, on s'avait dit, puis c'était confrontant aussi, parce que si tout le monde a des préjugés, des conceptions, des conçus, on avance l'information. Et parfois, on n'est pas conscient de ça aussi, mais ça vaut la peine de se poser cette question comme ça. Tant à niveau interculturel, et là, ça prouve aussi que l'intervention interculturelle, ce n'est pas juste avec des personnes qui viennent d'ailleurs, des immigrants aussi, ça pourrait être même avec des personnes d'ici. Puis ça m'amène à vous parler de la dernière vidéo dont j'aimerais vous partager avec vous. L'appropriation culturelle, ça a l'air d'un concept compliqué. Au sein de l'équipe, on s'en parle souvent, puis on est comme ça c'en est-tu, ça c'en est-tu pas. On est un peu mêlés. Fait qu'on a décidé de réunir un panel d'experts pour nous expliquer c'est quoi l'affaire. Nos experts, c'est Émilie, qui est présidente de Québec Inclusif et anthropologue, Sonia, chroniqueuse et journaliste, écrit sur l'appropriation culturelle, et Xavier, qui est enseignant et qui milite pour les droits des Premières Nations. Comment on définit ça, l'appropriation culturelle? Quand la culture dominante prend quelque chose sans la permission, puis surtout sans vraiment avoir de connaissances sur le sujet, puis surtout s'ils l'utilisent pour en faire du profit, sans vraiment savoir la signification de ce qu'ils prennent comme symbole. Il y a toute une histoire, ça fait comme des siècles
de colonisation, fait qu'on s'est approprié des ressources économiques, des corps, des personnes, des ressources naturelles, puis des éléments de culture. Est-ce que ça, c'est une clé, le passé colonialiste ou le présent? Le rapport de domination. Ça fait que c'est un trait qui a été stigmatisé pour les personnes qui l'ont créé, mais que toi, tu t'en sers pour créer ton capital social par rapport à ça. T'sais. Exemple, je prends un exemple. La communauté musulmane est super méga critiquée, mais on ne va pas se gêner pour prendre des symboles de cette culture-là, puis de les aborder, puis se trouver cool, justement, puis avoir un certain facteur edgy par rapport à ça. Les gens là, qui porteraient des t-shirts H&M avec la main de Fatima, est-ce qu'ils pourraient pas dire « Ouais, mais justement, moi, c'est parce que j'aime la communauté musulmane, je veux pas qu'ils soient stigmatisés. » Est-ce que ça peut être un hommage sincère? Personne ne va aller acheter un chandail avec une coiffe amérindienne ou la main de Fatima. Personne ne va aller mettre des dreads en disant « Yes, ça prouve que je suis raciste. » Tout le monde le fait. Tout le monde le fait avec une bonne intention. Tout le monde pense ne pas mal faire. C'est quand on leur dit « Ben oui, ça fait mal. Oui, c'est pas le fun. » Puis que ça se répète. C'est là le problème. Mettons que c'est un Amérindien avec une coiffe autochtone sur ton chandail H&M, genre à 5$ fait par des enfants au Bangladesh. Oui. Tu peux pas arriver avec l'argument que tu as fait là parce que, je veux dire, les profits vont à qui? C'est qui a fait ça? Est-ce que ça l'aide de quelconque façon les Premières Nations? Pas pantoute. Fait que ce que tu fais là, c'est juste parce que toi, personnellement, tu trouves ça beau, puis tu t'en profites toi. Nous, ça nous aide pas du tout. Là. Moi, j'en ai pas de coiffe parce que la coiffe, c'est quelque chose qui t'est donné. Tu peux pas en acheter une. Ce que c'est bon, c'est que c'est n'importe quoi, nos affaires à nous. Puis encore une fois, c'est colonisateur. Tout ça, c'est pour encore nous garder comme plus bas en dessous, en tout cas. Souvent, la question de l'appropriation culturelle, le débat est déformé est amené sur le terrain de la liberté d'expression. C'est là que c'est super dangereux. T'sais, la logique, c'est si tu comprends la vie, tu devrais pas avoir envie de le faire. Il y a des fois, vraiment, le but, c'est vraiment de se rendre intéressant puis de mettre la coiffe autochtone, de faire ça parce qu'ils sentent qu'il y a une résistance, puis que c'est comme une espèce de mythologie là, de résistance au politically correct, puis que c'est comme des guerriers de la liberté d'expression truc. Moi, je m'en fous de l'intention des gens, en général, puis je pense que c'est ça le problème dans les discussions sur le racisme puis l'appropriation culturelle. Les personnes racisées sont comme ceci fait mal, ceci est inscrit dans une histoire, ceci est un système, la société est organisée autour d'inégalités systémiques. La réponse, c'est moi, mon intention, je suis une bonne personne parce que les mauvaises personnes sont racistes, puis moi, je suis pas une mauvaise personne, donc je suis pas raciste. Donc, pourquoi est-ce que tu es en... Fait que c'est à cause de ça, il y a un dialogue de sources. Fait qu'on s'en fout, en fait, de l'intention. On s'en fout. C'est quoi la limite entre de l'appropriation culturelle et un échange interculturel? Et pour faire un échange éthique et agréable pour tout le monde, ça prend des conditions préalables, dont une certaine forme d'égalité. Puis le fait qu'en ce moment, des fois, il y a des formes d'échange culturel qui passent mal ou qui sont mal reçues, c'est parce qu'on a des inégalités monstres entre différentes cultures, entre différentes populations. Puis tant qu'on n'aura pas réglé ça, il va y avoir des sensibilités auxquelles on va s'accrocher pour être capable de partager nos cultures les uns les autres. Il y a des artistes autochtones qui font du hip-hop super, tu sais. Puis le hip-hop, à la base, c'est une culture noire, mais c'est un échange qui est horizontal. Tu comprends? Tout à fait. C'est pas du tout la même dynamique que l'autre Australienne, là, qui dit chose, qui, elle, décide qu'elle tripe sur les femmes noires du sud des États-Unis, puis qu'elle s'invente un accent, puis qu'elle essaie de faire de l'argent avec ça. C'est pas du tout la même démarche que les artistes de hip-hop autochtones. Là. C'est pas du tout la même chose. Eminem, c'est un blanc qui a grandi dans une communauté noire, puis c'est sa culture dans un sens. Sauf que le problème, c'est pas lui comme artiste, à part sa misogynie, puis ça, c'est une autre affaire. Il y a des publics blancs qui s'intéressaient pas au hip-hop avant qu'un blanc en fasse. Genre, c'est le bassin de fans qui devrait se poser des questions de pourquoi est-ce que c'est le seul artiste de hip-hop qu'ils aiment et non pas ce que lui fait comme artiste, tu sais. Je pense que si on aimait autant les personnes noires que la culture noire, on serait déjà beaucoup plus avancé en termes d'égalité dans nos sociétés. C'est comme si quand un blanc fait quelque chose, ça donne de la valeur à ta culture qu'on n'avait pas avant. Et pour nous, les Blanches, qui tentons d'apprendre ce qu'est l'appropriation culturelle, ça serait quoi les balises pour pas être en train de faire de l'appropriation culturelle? Ça pose des questions, c'est juste ça. Ce que je vais faire là? Est-ce que j'emprunte ça à quelqu'un, à une culture, à une communauté? Ça vient d'où, en fait? Ça vient d'où? S'éduquer. Lire. Ça serait peut-être les moyens pour reproduire. Poser les questions aux communautés concernées. C'est juste réfléchir. Ouais. C'est pas obligé de voler les affaires des autres pour être cool. Vous devriez être capable de trouver vos propres affaires pour être cool, tout ça, comme des grands. C'est comme vous n'êtes pas censé avoir besoin de ça non plus.
Bon, alors, c'est ça, cette dernière vidéo-là. Ça conclut un petit peu, ça parle un peu de façon générale de tous les concepts qu'on a abordés aujourd'hui. Puis moi, il me reste que vous dire, pour conclure un petit peu dans ça, c'est qu'en intervention, puis on l'avait vu dans la vidéo aussi, posez-vous des questions, réfléchissez à ça, analysez. Puis surtout, c'est ce qui ça m'a aidé beaucoup aussi, puis que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est mettez-vous à la place de l'autre personne, puis je suis sûr que vous l'avez vécu aussi. Imaginez-vous que vous avez quitté votre pays, que vous avez quitté le Québec, puis que vous arrivez dans un autre pays que vous connaissez, soit par choix ou soit parce que vous étiez obligé aussi. Je pense que la première chose que vous aimeriez que quelqu'un fasse, c'est que vous écoute, sans préjugés, sans jugement. Juste écouter, puis qui vous redonne l'espoir aussi. Avec ça, il ne me reste que vous remercier, puis on va garder une petite période de questions, si jamais vous en avez aussi. Merci beaucoup. Moi, en tout cas, je voulais dire merci. Je trouve ça vraiment pertinent comme formation. Puis je pense que c'est le genre de formation qui devrait être donnée à tout le monde, en fait. Que ce soit même dans les écoles, pas juste aux intervenants, que justement, on a déjà comme un souci de l'autre, mais des personnes qui n'ont pas nécessairement ce souci-là. Je pense que c'est fait pour tout le monde, cette formation-là. Donc, vraiment, merci. Merci à vous. Moi, j'ai une question. En fait, je me demande parce que quand je trouve ça intéressant de dire que c'est important de redonner l'espoir, mais je me demande, je trouve que la ligne est mince parce que j'aurais peur aussi de peut-être de sous-estimer les difficultés en faisant ça. Tu sais, Mais moi, je pense que c'est très important d'être à l'écoute aussi, puis d'aller, tu sais, avant, comme effectivement, il y a comme la ligne mince, avant de donner l'espoir, avant de s'avancer, à dire, ah ben c'est ça, je te comprends, ah c'est ça, mais c'est comme ça. Peut-être, c'est ça, comme juste laisser la personne s'exprimer aussi, puis l'écouter. Puis effectivement, on va les sentir aussi. C'est là que ça rend de la subtilité un peu de la communication interculturelle parce que c'est là qu'on rentre en commun avec l'autre personne. Puis lorsque l'autre personne va se sentir écoutée, là, la personne va refléter tout de suite. Puis moi, je pense que c'est là que redonner l'espoir, ça va avoir un effet, un impact, même ça va aider à créer un lien avec l'autre personne. Puis c'est juste dans l'écoute. C'est juste comme écouter, tantôt tu m'avais dit ça. OK, là, je comprends, là, maintenant, pourquoi peut-être c'est ça. Mais t'inquiète pas, c'est un moment difficile ici, maintenant. Mais la personne, les messages pour l'autre personne, c'est il m'a écouté, il est revenu sur ça. Donc, tu sais, je pense pas que ça va être un peu ambivalent aussi. Peut-être que aussi, ça vaudrait la peine aussi de le clarifier si l'autre personne, puis de le dire. Souvent, en intervention, je regarde beaucoup les yeux de la personne, puis là, parfois, ils me font des yeux comme « ça voudrait que j'ai rien compris ». Ou peut-être que je suis en train de comprendre d'autres choses que je n'ai pas compris nécessairement. C'est là que nous, c'est pour ça que c'est important les liens, les liens ou l'espace communicationnel, c'est vraiment très important parce que la communication aussi, c'est pas juste les mots aussi, comme je vous savais dire, c'est même les non-verbales. On va aller chercher l'information là-dessus, puis là, on va s'ajuster aussi. Alors, effectivement, peut-être que ça, c'est subtil la ligne aussi, mais si on s'est fait confiance en premier, puis on est à l'écoute, puis on est sensible à l'autre personne, je suis sûr que ça va bien aller l'intervention. Puis l'autre personne va comprendre surtout qu'on l'écoute, puis qu'on est là pour cette personne-là, puis on respecte ses limites aussi. Tu sais, il y a certaines personnes qui vont juste l'écoute. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas prêtes à aller créer cet espace-là, effectivement, de donner l'espoir. Il y a certaines personnes qui ne sont pas prêtes à ça. Alors, pour vous autres, ça suffit
l'information, mais peut-être que dans la première rencontre, on a donné de l'information, peut-être qu'on a donné l'espace à l'autre personne. Puis la deuxième rencontre, peut-être qu'on est prêt à leur redonner l'espoir. Mais même si là, si on revient avec des informations qu'il nous a données la première fois, puis là, on crée cet espace-là, c'est sûr que ça va être plus facile d'aller créer un lien avec cette personne-là. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. Oui, oui, ça répond super bien. Effectivement, je trouve que ça fait une bonne différence de dire d'écouter avant. Sans ce bout-là, ça pourrait avoir l'air de banaliser peut-être, mais quand tu as pris le temps de bien écouter puis de te mettre à la place, là, ça fait tout son sens. Oui, effectivement. Puis parfois, la communication, ça se passe par les silences aussi. C'est pour ça que j'aime beaucoup les concepts de deuil, parce que la personne est en train de faire des deuils aussi parfois. Puis parfois, les silences, il faut les respecter aussi. C'est pas qu'ils ne vont pas parler. C'est pas que c'est difficile. Parfois, c'est même pas une question des langues aussi. C'est juste que c'est difficile même à la personne comprendre qu'est-ce qu'elle est en train de vivre à ce moment-là, parce que ça prend toute une adaptation aussi. Puis je fais dans certaines formations, on parle de ça, des difficultés, puis ils commencent à me parler des logements, mais finalement, la difficulté, c'est que finalement, c'est ennui de sa famille. Puis là, on rend des sujets difficiles. Puis ils ne trouvent pas un logement assez à son goût parce qu'il n'y a rien qui le rappelle à son pays. Alors, c'est là. Mais pour se rendre à là, comme tu l'as dit, ben, l'écoute, puis redonner l'espoir aussi. Je ne sais pas si ça a répondu à quelqu'un d'autre qui m'aurait posé des questions. Parfait. Alors, s'il n'y en a pas d'autres questions, ben, je vous remercie beaucoup. J'espère, comme je vous ai dit, que ça vous aide un peu dans ça. Comme je vous ai dit, je n'ai pas la vérité infuse. C'est juste une façon de voir les choses. C'est ma façon de voir les choses. Puis je ne m'attends pas qu'elle soit parfaite parce qu'effectivement, la perception, ça peut changer, ça peut varier. Puis aussi, je suis correct avec ça, comme la vidéo le dit, la diversité, c'est ça. C'est d'être ouvert à entendre puis à écouter des autres versions aussi. Puis aussi, je trouve que c'est important de mettre en lumière aussi. Moi, je suis capable maintenant de le faire, de me mettre un peu en tant qu'intervenant, puis en tant qu'immigrant, puis de le partager. J'ai cheminé dans ça, mais s'il y a quelqu'un qui m'aurait proposé ça, ça fait 5 ans, moi, je n'aurais été pas prêt à faire ça, à partager ça, parce que peut-être que j'avais des deuils à faire encore d'être là aussi. Alors, juste le fait que vous soyez intéressé à ça, moi, ça me fait vraiment plaisir parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose peut-être que vous allez réussir à retenir dans vos interventions aussi, puis ça va vous aider aussi. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Un gros merci, Juan, pour la formation. Ça a été vraiment super intéressant. Puis je pense que ça allait parler à beaucoup de monde ici, surtout que tu as rajouté tes expériences personnelles. Fait que ça rajoute beaucoup dans la compréhension et la pertinence de la formation. Donc, un gros merci. Puis, il y a quelqu'un qui a mentionné que ça serait intéressant qu'il y ait une formation aussi comme ça, accessible à tous. Bien, la semaine prochaine, le 2 décembre, justement, la même formation, ou pratiquement, va être donnée puis va être ouverte à tous. Donc, si vous voulez le partager dans votre réseau, bien à vous. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et bonne fin de journée. Merci à vous aussi. Merci, au revoir. Merci, bonne journée.